Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας σε αυτή την προβολή που συνοδεύεται από το Masterclass του Charles Tesson. We're very happy to have you here and you have the mic. Bonjour, Kalimera. I will say just a few words in English and then it will be in French and quick translation. Just we're going to see the Robuste. It's a French film, first film from a young woman director, and film was the opening of the last edition of Critics Week. Okay. We will speak about criticism, film critic after. So, what can I say? To be a film critic, to see a film is like to meet somebody. You meet a film, like you go to a meeting with somebody, you say, how are you? I'm fine, and you? Okay. So the film you ask to him. I used to ask few things when I see a film, very simple things. As I have a conversation with the film, what do you expect from me as spectator of your film? Okay? What do you expect from cinema because it's a film and nothing else than a film? And with those two questions, I think it's very helpful to see a film. So just no more, have a good screening and we'll speak about the film and about the film critic after that. Merci. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Θα μιλήσω στα γαλλικά σήμερα. Finally. Bonjour à tous. Ok. Métaphrasie. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans le masterclass de Charles Tesson dédié à la critique dans le cadre des 60 ans de la Semaine de la critique et dans le cadre du Festival du film francophone de Grèce. Je voulais juste dire ce petit mot pour vous souhaiter la bienvenue, aux élèves de l'école de cinéma et leur professeur Dimitri Papadopoulos. Et aussi aux autres d'ailleurs, et pour remercier nos partenaires sur cet événement. Donc les partenaires, c'est l'Institut français d'Athènes, l'Institut français à Paris, et l'université et l'école de cinéma de Thessalonique. Et je voulais remercier également Fanny Aubert-Mallory de l'Institut à Paris et surtout Charles Tesson, qui ont fait le voyage pour vous rencontrer. Et spécialement Charles, parce qu'on est de la même région, on en parlait en France, que je vous conseille de visiter, la Vendée. Cocorico. Et aussi parce que Charles a dirigé pendant des années la Semaine de la critique, c'est pour ça qu'on est là, et qu'il a sélectionné le dernier film que j'ai produit dans ma grande carrière de productrice. Le dernier film que j'ai produit était à la Semaine de la critique. Donc voilà, Charles, tu as vu le champ du signe de ma grande carrière de productrice à la Semaine. Merci. Ça reviendra. Bon, je passe le micro à Fanny. Tu as un autre micro? Oui, je vais prendre le mien. Ευχαριστώ, Elise. Είμαι η Φανή Ομπερμαλόρη, λοιπόν είμαι σύμβολος σινεμά στο Γαλλικό Ινστιτούτο στο Παρίσι και δουλεύω σε πρόγραμμα για φοιτητές και σπουδαστές και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη όταν συνάνταμε τόσους πολλούς φοιτητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ετοιμάσαμε αυτό το πρόγραμμα με την ευκαιρία των 60 χρόνων της Εβδομάδας Κριτικής του Φεστιβάλ των Κανών και δουλέψαμε πολύ κοντά με το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα και βεβαίως με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ Elise Jalado και όλη την ομάδα που συνεργάστηκε και Δημήτρη Παπαδόπουλος, δεν ξέρω πού είναι ο Δημήτρη, αλλά για όλα.
Είμαι περήφανη που έχουμε μαζί μας ο Σαρλ Τεσόν, κύριο Σαρλ Τεσόν, από την Εβδομάδα Κριτικής του Φεστιβάλ Κανών. Και πέρυσι το βράβιο της καλύτερης ταινία μικρού μήκους το κερδίσε μια ταινία από την Ελλάδα, ο Μπρουτάλια. Ναι, ο Μπρουτάλια. Του Μανώλη Μαύρη και ο Σαρλ θα μιλήσει λίγο αργότερα γι' αυτό. Ποιος είναι ο ρόλος του κριτικού κινηματογράφου σήμερα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους θεατές με την πρόσφορα ταινιών στην εποχή του ψηφιακού και των αλγοριθμών. Αυτό θα είναι τα προγράμματα σε αυτή τη συνάντηση με τον Σαρλ Τεσόν και για περίπου 1 ώρα και μισή και βεβαίως έχετε καιρός για ερωτήσεις. Και το λέω στα αγγλικά. Last but not least, πώς το λέμε στα αγγλικά. Κάτι πολύ σημαντικό για μένα και για τις γυναίκες του κόσμου του σινέμα. Είμαι πολύ χαρούμενη που το φεστιβάλ έχει μια γυναίκα για διευθύντρια και η ταινία Robuste είμαι από μια γυναίκα σκηνοθέτη. Καλή συνέχεια. Les femmes dans le cinéma, Charles, je te donne. Habitué à ton micro. Ça marche, hein? Ça marche quand je parle comme ça? Oui. Ok, bon, je vais aller là-bas. Allez. Je m'assois. J'ai essayé de ne pas parler trop vite pour la traduction. C'est un vaste sujet, la critique, hein. C'est énorme. Je ne vais pas tout dire parce que j'ai fait plusieurs interventions, mais chaque intervention, j'ai pris des notes, donc je vais laisser venir les choses par rapport à la mémoire. Oui, alors, je vais parler de la critique sur plusieurs angles. D'une part, je vais vous épargner un peu l'histoire de la critique, même si elle est intéressante, même dans le contexte français. Je ne connais pas le contexte ici en Grèce. Je parlerai aussi du rôle de la critique, ou de ce qu'on appelle la fonction critique. Et puis, plus concrètement, la deuxième partie, par rapport à ce que vous aurez à faire, c'est pourquoi on devient critique, comment, la formation, et puis l'exercice critique en termes d'activité, la déontologie critique, question d'éthique aussi par rapport à son travail, etc. Donc comment commencer? C'est-à-dire commencer par une évidence. Sans le cinéma, il n'y aurait pas de critique de cinéma, mais sans la critique, le cinéma existerait, mais je pense qu'il ne serait pas devenu ce qu'il est. Ça, je le pense très sérieusement. C'est-à-dire que, non pas dire que la critique aide à la création, quoique, il y a des cinéastes qui sont attentifs à la critique, parfois trop même, quand quelqu'un fait un documentaire, des documentaires comme Depardieu en France, qui fait une fiction et qu'il se fait un peu casser par la critique, il ne retourne plus à la fiction, il reste dans le champ du documentaire. Donc la critique a un rôle, un pouvoir. Elle peut stimuler la création, parce qu'il y a des cinéastes qui lisent des critiques, qui y sont sensibles, bien sûr, et qui parfois, soit, c'est une erreur aussi, se conforment à ce que la critique aime d'eux et leur redonne, donc tout d'un coup, il y a une sorte de répétition, ou pas. Mais il est évident que... Je ne vais pas trop vite pour la traduction, c'est bon ou pas? C'est juste pour savoir. Okay. Par contre, là où je suis fermement convaincu, c'est que la critique de cinéma, sans la critique de cinéma, il n'y aurait pas d'histoire du cinéma possible. Il y a bien sûr l'histoire de l'histoire, il y a des historiens qui s'intéressent au cinéma par rapport aux sociétés, à la politique. Ok, mais les histoires du cinéma au sens classique, je pense que la ligne de front, ce sont les critiques qui la constituent. Si les critiques ne s'étaient pas intéressés à Basquiat Rostami, maintenant, il fait partie de l'histoire du cinéma mondial, ou si la critique ne s'était pas intéressée à Manuel de Oliveira en Espagne, au Portugal, pardon. J'ai Buñuel dans la tête, c'est pour ça. Donc, pareil, il fait partie de l'histoire du cinéma mondial, et je pense que les critiques de cinéma sont les éclaireurs, au sens éclaireurs aller en ligne de front, si je puis dire, pour défricher le terrain de tout ce qui se passe dans le cinéma, et puis à partir de là, de constituer une histoire au présent de l'état du cinéma. Donc ça, c'est un rôle que je trouve très important, très essentiel, et je pourrais partir là-dessus, mais j'ai essayé de ne pas le faire trop longtemps. Mais
la critique a évolué. Je vais faire juste quelque chose très vite sur l'histoire de la critique. C'est-à-dire qu'au début, il y avait quand même le cinéma, c'était l'Europe, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Danemark, etc. Hollywood. Et il y a eu pendant très très longtemps, jusque dans les années 50, en France, le cinéma était vraiment lié à ces pays-là. Et en France, il y a toujours des courants critiques, j'en parlerai, des courants critiques, des chapelles, des revues. Moi, j'ai écrit au Cahier du cinéma, donc c'est aussi, quand on écrit dans une revue comme les Cahiers, il y a une histoire avant. J'étais assez naïf, parce que je ne la connaissais pas trop, et je l'ai appris en y écrivant. Heureusement, parce que le poids du passé peut être écrasant. Mais il y a des courants critiques. Et on en parlera après, parce que c'est sur les supports. Mais par rapport à la guerre, il y avait par exemple ceux qui aimaient beaucoup le cinéma américain, ceux qui aimaient beaucoup le cinéma soviétique, et ceux qui estimaient que le cinéma, c'était l'Europe et Hollywood. Et il a fallu que ce soit des critiques du courant communiste, Sadoul et autres, qui se sont, eux, intéressés pour des raisons aussi politiques au cinéma des indépendances, en Égypte, en Inde, en Afrique, et qui, tout d'un coup, eux, ont amené ce qu'on appelait à l'époque, avec beaucoup de condescendance, un cinéma dit du tiers-monde. Donc le combat de la critique, il faut en parler, j'en parlerai des combats de la critique, parce qu'on dit aujourd'hui que la critique a gagné tous ses combats et qu'elle n'a plus rien à se battre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais l'un des combats de ces critiques, puisqu'on en parle, je vais en parler, mais ça a été de dire que maintenant, grâce au festival, grâce à la critique, un film peut venir de n'importe quel pays du monde, on lui apportera une attention comme de l'Uruguay, du Paraguay, la Corée du Sud. Tout d'un coup, les territoires de cinéma se sont... Et maintenant, avec les festivals, on connaît, le critique doit être l'observateur de tout ce qui se passe au niveau du cinéma mondial dans tous les pays, si je puis dire, au Vietnam, au Cambodge, en Indonésie, à Singapour. Ça a été gagné aussi par la critique. Et en France, pour rester dans l'exemple français, je m'en excuse, il y a eu ces courants-là, je sais que dans les cahiers du cinéma, ceux qui écrivaient sur Satyajit Ray, cinéaste bengali, c'était Sadoul. Quand il s'intéresse à Noir 2 de Sam Ben Ousmane, premier film d'un réalisateur sénégalais tourné par un Africain en Afrique qui était à Cannes à la Semaine de la Critique en 1966, c'est ces gens-là qui ont cette curiosité-là. Et maintenant, on peut dire qu'à ce niveau-là, même s'il y a des inégalités de politique de cinéma selon les pays, mais il y a une égalité de considération de tous les états de production. Alors qu'avant, on pouvait dire quand même qu'il y avait comme une sorte de suprémacisme blanc, si je puis dire, de là où on faisait du cinéma. Il y a eu même des condescendances un peu à ce niveau-là. Même si vous lisez Romer, dans les cahiers, qui était quand même marqué un peu par ça, pour lui, la beauté, c'était la Grèce, c'était l'empire romano-chrétien grec, et il ne pouvait y avoir de cinéma qu'à partir de cette culture et de cette civilisation-là. Donc Hollywood, il regrettait, lui, que ce qui était l'époque florentine, Florence dans l'art en Italie, ce n'est pas la France ou l'Europe qui l'a fait, mais Hollywood. OK. Mais ça, c'est une vision quand même très, très embarrassante, je trouve. Mais bon, je dévie un peu. Alors, oui, je vais juste parler des combats de la critique. D'abord, le premier, c'était d'imposer le cinéma comme art, c'est-à-dire de le prendre au sérieux. Aujourd'hui, ça paraît gagné, mais après, il faut se méfier aussi du mot art, puisque le cinéma, ça va être aussi un divertissement, une comédie, et il y a des comédies qui sont de pures œuvres d'art. Mais imposer le cinéma comme œuvre d'art, ça a été, je dirais, le premier combat. Le deuxième grand combat, ça s'est passé en France au Cahier avec la nouvelle vague, la politique des auteurs. Vous avez entendu parler de la politique des auteurs, qui a été traduite aux États-Unis de manière totalement impropre. Theory of Author, la théorie des auteurs. Alors que Godard disait que dans la politique des auteurs, ce qui n'est pas le plus important, ce n'est pas l'auteur, c'est la politique, c'est-à-dire de décider qui, en termes de goût, de choix, qui est un auteur, etc. Il y a eu des travers dans la politique des auteurs des cahiers du cinéma, c'est ce que disait Truffaut. Tout film d'auteur, même le film d'un auteur, le moins bon film d'un auteur sera meilleur que le meilleur film d'un non-auteur, ce que je trouve un petit peu discutable. Mais pourquoi la politique des auteurs? Là aussi, il avait un contexte historique et politique, la politique des auteurs. Autrefois, avant, il y avait la prime, après-guerre, dans la critique,
la prime, ce qu'on appelle la prime au sujet. De quoi parle ce film? Quel est son discours? On en parlera, le discours presque au sens Michel Foucault. Enfin ça produit un discours, un film. Et ce discours-là, on peut l'observer, l'analyser, voir l'écart entre ce que l'auteur veut dire et ce que nous, on pense que le film dit, qui n'est pas nécessairement ce que lui a voulu dire. Voir Roland Barthes, Plaisir de texte. Hein. L'auteur est le maître imaginaire de son œuvre. Hein. Tout comme l'homme, disait Freud, est le maître imaginaire de sa propre parole, le lapsus. Hein. Donc là aussi, il y a des films lapsus, si je puis dire. C'est là où c'est le travail du critique aussi, de décerner entre ce que l'auteur, le cinéaste veut dire, puisque le film est dans sa réalité, au point de vue de la mise en scène, mais aussi au point de vue du discours. Donc ça, c'est important. Je reviens au contexte après-guerre, c'est-à-dire que c'était la prime au scénario et au sujet. Donc les cahiers du cinéma, quand ils ont promu la politique des auteurs, c'est-à-dire l'auteur, c'est le metteur en scène. C'est le metteur en scène, c'est-à-dire que c'est le style. Il y a eu des abus là aussi dans cette utilisation de ça, mais c'était de dire que même si le cinéaste n'est pas l'auteur du scénario, c'est lui qui est l'auteur du film. Après, il y a eu plein de discussions, on ne va pas les résoudre aujourd'hui, entre un film, c'est un travail collectif, etc. etc. Je ne vais pas refaire tout l'historique de ces débats, mais elle a eu un rôle important qui était de dire que, et ça me paraît capital lorsqu'on est critique de cinéma, c'est que quand je vois un film, je me dis pourquoi ce cinéaste en a fait un film. Il aurait pu faire un tract, il aurait pu faire une tribune dans le quotidien Le Monde ou Libé pour dire ce qu'il avait à dire, parce que cinématographiquement, ça n'a aucun intérêt. Ça aurait pu être un tableau, ça aurait pu être une nouvelle. Donc, quel est l'enjeu de l'expression cinématographique? Pourquoi il a fait un film et pas autre chose qu'un film? Ça me paraît capital comme question. Donc, je pense que la politique des auteurs a eu ce rôle-là, même si après, on a appelé ça la politique des auteurs en français avec un H. Les auteurs, enfin le côté... voilà. Bien, ça c'est les combats. C'est une manière de dire que la critique, le rôle essentiel de la critique, puisque pour moi, un critique, on va parler d'autre chose. Je vais faire de mémoire, ça va partir un peu dans tous les sens, mais ça sera dans le même sens du sujet. J'aime bien distinguer, pour moi, il y a la distinction capitale, c'est entre critique de film et critique de cinéma. Il y a beaucoup de critiques de films, je dirais qu'il y a moins de critiques de cinéma. Pourquoi? Critique de film, après, moi j'ai commencé comme critique de film. Ça dépend à quel degré on arrive dans la critique. C'est-à-dire, d'une part, il faut ne pas oublier pourquoi on a envie d'être critique. Moi, je suis toujours fasciné, quand je donne des cours à l'université, le nombre d'étudiants et d'étudiantes qui ont envie de faire critique, de devenir critique, quand même ce métier est très dur à vivre en termes de conditions professionnelles. Mais il y a une vraie passion. Donc, c'est vrai qu'être critique de film, c'est à la fois quand on ne connaît pas... Moi, ça m'est arrivé quand j'ai débuté. J'étais même naïf parce que j'avais fait la critique d'une ressortie en 81 de Gregory Cardin, Confidential Report Orson Welles, qui est pourtant au cahier... J'ai rien lu de ce qui était fait avant, heureusement. Puis j'ai écrit la critique parce que le film me plaisait et j'ai dit ce qui me plaisait. Donc ça, c'est une manière d'être critique de film. La critique de cinéma, c'est une autre position critique, c'est-à-dire de voir, on peut évaluer le film pour lui-même. À mon avis, il faut éviter ce que j'appelle la critique check-up, quand on fait un bilan de santé, ou quand sa voiture est fatiguée, on va au garage et on dit changer d'amortisseur, le pot d'échappement. Il faut éviter qu'une critique soit une critique auto-bilan, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça me paraît limité. Mais après, on peut faire une critique de film qui ne se tient qu'au film. La critique de cinéma, c'est à la fois une différente façon d'être critique de cinéma. C'est-à-dire de se demander ce que le film que vous voyez vient faire dans l'état du cinéma d'aujourd'hui, sans chercher non plus la prime à la nouveauté ou à la rupture, parce que comme disait un personnage c'est dans le carnet, le nouveau, c'est vieux comme le monde. Je crois assez aussi à cette formule-là. Mais c'est-à-dire de voir en quoi, qu'est-ce que le film vient faire. Si, par exemple, vous voyez un film, je ne sais pas, un film philippin ou un film coréen, et puis vous avez aucune connaissance du cinéma coréen, vous pouvez toujours, bien sûr, évaluer le film, puis après, quelqu'un qui en a vu beaucoup vous dira « mais ça a déjà été fait 200 fois ».
connaît par cœur, c'est pas intéressant. Donc c'est vrai que là, ça impose de connaître, d'avoir une vraie culture du cinéma. Je pense que c'est important. Mais cette culture du cinéma, on peut l'avoir avant d'être critique. On l'acquiert aussi en voyant des films, bien évidemment. Et c'est là où, effectivement, ça joue. La critique de cinéma, c'est aussi quoi? On se pose souvent des questions entre être critique de cinéma, c'est-à-dire d'avoir une conception du cinéma. Alors, moi, je n'ai pas de grille, hein, au sens... mais après, j'ai évolué aussi, hein, parce que quand j'ai débuté au Cahier, j'ai débuté avec une certaine idée du cinéma et qui faisait que c'était ça ou rien d'autre. Je pense que quand on grandit avec le cinéma en tant que critique, enfin, je parle là d'expérience, on apprend à aimer des formes de cinéma contradictoires. C'est-à-dire que, il y a par exemple moi je sais que par exemple, j'ai débuté, c'était Bresson, donc Bresson, cinématographe, cinéma, ok. Puis après, j'ai appris à aimer des films que même Bresson aurait détesté, c'est pas un problème. Dreyer, etc., ou Godard, Straub, etc. Donc il me semble qu'il y a des critiques qui ont des grilles, c'est-à-dire genre cinéma contemplatif, plan fixe. Il y en a, moi je sais que je suis un peu allergique à ça, mais après il y a des films que j'aime qui sont comme ça. C'est-à-dire les caméras un peu épaules, un peu à la Dardenne, ce que j'appelle les films sac à dos. C'est-à-dire on filme quelqu'un qui marche et tout. Pour moi c'est l'horreur parce que c'est la négation. Moi je suis pas la vieille école, mais l'école langue Mizoguchi, c'est-à-dire l'angle de prise de vue. À quelle distance on met la caméra et à quel angle. Et que l'espace se construit par le plan, ce n'est pas seulement un tableau, mais c'est aussi une distance par rapport au sujet, et que la caméra doit faire... Enfin, mais là, chacun ces choses-là. Hein. Mais ça, c'est à l'usage qu'on se découvre ça. Mais c'est vrai que, par exemple, Bazin, qui est un exemple français de la critique, a fait aussi de la théorie, mais qui tout d'un coup, sa théorie était intéressante, mais tout d'un coup, elle rentrait en conflit avec son point de vue critique. Hein. Par exemple, il disait que le réalisme, c'est lié à la profondeur de champ. Et tout d'un coup, si un film n'a pas de profondeur de champ, ça veut dire que... Donc il préférait Wyler à John Ford, voilà, enfin, les vieux débats. Hein. Ou, par exemple, la question du montage interdit et la question de la durée. OK, il y en a qui ont effectivement des principes. Moi, je trouve qu'il faut revenir... c'est là où la critique de cinéma, mais en même temps, vous verrez, quand on a une expérience de critique, on se pose des vraies questions éthiques. C'est-à-dire, les questions éthiques, moi j'ai des cinéastes qui ne sont peut-être pas ceux que je préfère le plus, mais c'est ceux qui sont un peu des références d'éthique de la mise en scène. Je ne sais pas comment dire ça, c'est très complexe. Par exemple, Mizoguchi, Renoir, Lang, sont importants, pas seulement parce que j'aime leurs films en tant que critique, mais je me dis, par exemple, prenons des scènes très simples, par exemple une scène de sexe, de viol. Par exemple, quand je vois une scène de viol dans un film, je regarde comment c'est mis en scène et comment c'est filmé. Et là, j'avoue qu'il y a des choses qui passent, il y a des choses que je ne supporte pas, que je trouve indignes, parce qu'on a tous, je dirais, par rapport non seulement ce qu'il faut bien voir au cinéma, c'est pas seulement le sujet, mais c'est le traitement du sujet, et c'est la façon dont tout cela est montré et mis en scène, et surtout quelle place on m'assigne, moi, comme spectateur, par rapport à ce qu'on me donne à voir. Quoi. Et là, par exemple, je ne sais pas, moi, quand dans ce film de Mizoguchi, où il y a une scène de viol, où quelqu'un veut se jeter sur une femme, on voit le geste, mais à ce moment, il y a un mouvement de caméra, et c'est masqué. Donc je me dis, OK, on sent la violence, mais on n'a pas à la montrer. Ça, c'est des questions très fortes où je pense que tout critique, tout d'un coup, se pose des questions par rapport à ça. Le sang au cinéma ou la violence, par exemple. Hein. Par exemple, il y a la fameuse phrase, je crois que c'est de Godard, ou de quelqu'un qui a dit ça à propos de Godard, que je trouve une phrase très importante, qui pourrait être un vrai enjeu pour un critique. C'est-à-dire, ce n'est pas du sang, c'est du rouge. OK, c'est du rouge, d'accord. Donc, Kitano, Zatoichi, sabre, du sang, ouais, c'est comme du Pollock, c'est du painting, drop painting, c'est de l'art. Puis il y a d'autres qui peuvent dire, non, mais tuer, c'est pas innocent, c'est un geste, ça a une sens, ça a une valeur.
On ne peut pas faire n'importe quoi avec ça, quand il y va du corps. On peut estimer que le cinéma, quand on fait un geste, ce geste-là a une signification, il a un sens et une valeur. Quand on se pose ces questions-là, c'est des questions où on peut avoir un point de vue par rapport à ça, et tout d'un coup, ça change. Dire, ouais, on tue le sang-J, comme chez Tarantino, c'est fun. Ok, c'est fun, it's a game. La fameuse phrase de Hitchcock, it's only a film, ce n'est qu'un film après tout. It's only a film. Hitchcock disait, les messages, je laisse ça au postier, PTT. Non, mais c'est important, ça. Et Fritz Lang disait, je ne suis pas d'accord avec Hitchcock, les messages, il y en a. Mais c'est intéressant, rien que le débat Lang-Hitchcock, on peut aimer les deux, hein, moi j'adore les deux, mais c'est des questions que tout critique, à un moment donné, est appelé à se positionner. On appelle ça dans la critique ce qu'on appelle le détail qui tue. Il y a un grand débat dans la critique en France, je pense que vous en avez entendu parler, c'est Rivette qui en a parlé, c'est le Travelling de Capot. Vous avez entendu parler, le film de Gilles Pontecorvo, où dans les camps de concentration, il y a une femme qui est sur un grillage, tout d'un coup il y a un mouvement de caméra qui vient sur le gros plan. Et Rivette, disait, celui qui fait un mouvement de caméra à ce moment-là est un salaud. C'est dégueulasse. C'est ignoble. Et là, tout d'un coup, ok, il y en a qui disent, oui, c'est le détail qui tue, c'est trop facile, le plan qui tue, ok. Mais il y a des questions sur le sexe, sur la violence, où effectivement, là, on peut se poser des questions et réagir par rapport à ça. Bien, ça c'est la première chose. Revenir sur critique de film, je parlerai après de l'aspect plus concret. Critique de cinéma, oui, parce qu'il y a eu des débats où la critique a eu un rôle. Critique de cinéma, c'est pas seulement, enfin, c'est l'aspect de comment le cinéma évolue. Avoir une carte du cinéma mondial en tête, enfin, moi je sais que ça me plaît parce que je l'ai fait pour les cahiers, parce que je suis allé en Asie partout et ça m'intéressait beaucoup. Et puis la semaine de la critique aussi, savoir, tiens, en ce moment au Cambodge il se passe des choses. En Indonésie, il y a une génération qui fait des courts-métrages, il faut les suivre. Moi, j'adore avoir une sorte de carte comme ça. Mais ça, c'est un goût particulier. Mais c'est de savoir ce qui se passe dans une cinématographie par rapport à des nouveaux surgissements. Donc, je trouve ça que c'est un travail passionnant à faire. Hein. L'autre aspect, dans les combats critiques, il y en a eu plusieurs. L'autre qui a été très important, mais c'est vieux, mais c'était des vrais débats, c'est quand le parlant est arrivé en 1930, et tous les critiques des années 20 se disaient la parole tue le cinéma, au sens par le muet, par l'absence on n'entendait pas les voix, mais on arrivait par le montage à faire exprimer que le cinéma, en termes de montage, aussi bien Eisenstein, enfin, etc., Griffith, tout le monde, est arrivé à une sorte de perfection d'un langage cinématographique qui faisait qu'on comprenait tout, etc. Et dès que la parole est arrivée, on a dit, ah oui, c'est un appauvrissement du cinéma, les gens parlent, c'est du théâtre filmé, c'est l'horreur, c'est nul, etc. Et par exemple, quelqu'un comme Bazin, lui, a pris le contre-pied de tout le monde en disant, sa fameuse théorie, je dirais, que j'aime bien, le cinéma est un art impur, c'est-à-dire que croire à la spécificité du cinéma ou à sa pureté est une totale, je ne vais pas dire bêtise, il ne parlait pas comme ça, mais que ce soit par rapport à la musique, à la peinture, au théâtre et tout, il disait ce que disait d'ailleurs Oliveira, à partir du moment où vous montez la baraque, comme disait Oliveira, un décor, des personnages, et à partir du moment où vous enregistrez, c'est du cinéma, parce que le cinéma est un art d'enregistrement. Donc là, c'est des débats où tout d'un coup, les critiques prennent des positions par rapport à ça. Sur donc la critique et ses combats aujourd'hui, ben, effectivement, on dit, oui, la critique a tout imposé. Ces combats, elle les a gagnés. Oui, mais ils sont jamais gagnés en sens d'acquis. Aujourd'hui, il y a des enjeux par rapport aux plateformes, par rapport à la manière de produire des films aussi, qui me paraît très importante. C'est-à-dire que quand on va sur une plateforme, Jane Campion, etc., c'est du cinéma carte blanche. On donne une carte blanche à un auteur pour faire le film qu'il veut. Il n'y a plus le dialogue entre un auteur et un producteur qui n'existe pas. C'est destiné à se confirmer, donc ils savent ce qu'ils veulent, mais je pense que le dialogue producteur avec un cinéaste me paraît extrêmement important et que dans cette nouvelle économie de la plateforme, c'est plutôt le chèque en blanc à un auteur.
ce qui peut, à mon avis, peut être dangereux. C'est un autre aspect. Bien, donc, parlons peut-être plus concrètement maintenant de pourquoi on devient critique. D'une part, il y a une passion du cinéma, c'est évident, mais je connais plein de gens qui sont passionnés par le cinéma, qui sont cinéphiles, qu'on appelle des rats de cinémathèque, et qui n'ont jamais eu envie d'écrire ou de partager ça. Alors, il y a une manière de dire être critique, c'est ne pas rester seul avec son amour du cinéma. Je pense que c'est une bonne définition. Ça peut être une des définitions. C'est-à-dire, on aime, d'une part, on veut comprendre pourquoi on aime, ça me paraît important, et je pense que le temps de l'écriture, moi je sais, par exemple, même à la semaine, je voyais 350 films pour la semaine, et même quand je voyais 9 films par jour, je m'abstenais, quand je les vois chez moi, je ferais toujours des notes sur tous les films. J'ai 3000 notes, 4000, parce que c'est un bon exercice. Le fait d'écrire vous fait découvrir le film autrement à partir de ce que vous avez vu. Donc je pense que c'est l'envie de partager, c'est-à-dire là de partager au sens de j'ai aimé ça, j'ai envie que d'autres, voilà. Et puis c'est aussi l'envie de comprendre ce que le film a fait de vous et en vous, en termes d'émotion. Et ça me paraît extrêmement important, ce travail-là. Alors, comment on devient critique? On peut faire des ateliers ou en parler comme aujourd'hui. Il n'y a pas d'école, je trouve que c'est très bien. Mais par contre, lire des critiques me paraît... Enfin, moi, j'ai comme ça, c'est en lisant des critiques. Mais après, à l'époque, je lisais les critiques des cahiers, j'ai dit, j'y arriverai jamais. Parce que j'étais très impressionné. Après, j'ai eu des gens bienveillants qui m'ont formé. C'était Serge Danet, qui était enseignant à la fac à Paris 3, chargé de cours, et qui cherchait des jeunes à l'époque, parce qu'il voulait chercher de nouvelles recrues, donc il a trouvé Assayas à Jussieu, Léo Scarax, etc. On était plusieurs de cette génération-là. Mais je me dis, mais j'arriverai jamais. Quand je lis ces textes de Danet, de Houdard, de Bonizère, voilà. Mais donc, on devient critique, je pense, en écrivant, en lisant des critiques. Et puis après, alors, l'exercice critique. Enfin, moi, je parle surtout de l'écriture critique. Je peux en parler. Il y a des gens qui sont des hommes de radio, des hommes de télé. C'est tout un art, d'ailleurs, d'être critique à la télé et à la radio. Moi, c'est plutôt l'écriture. C'est vrai qu'au début, j'étais très crispé. Et je m'étais presque acheté un stylo avec une lumière pour prendre des notes pendant les films. Puis je m'apercevais que ça ne servait à rien. Puis je voulais les revoir une deuxième fois. Puis ça ne me servait à rien non plus. Enfin, une deuxième fois rapprochée, je veux dire. Moi, j'ai vu Robuste il y a plus d'1 an pour le voir la semaine, et j'ai revu avec vous aujourd'hui. Là, ça m'a fait... Il y avait des scènes que j'avais oubliées, d'autres pas. Donc, si j'avais à écrire aujourd'hui, ce ne serait pas le même texte que vous avez là. Parce que le texte que j'ai écrit pour vous, là, je l'ai écrit il y a une semaine, mais sur une projection que j'ai vue en mars 2021, donc 1 an après, sur la mémoire. Donc, je pense que la critique, il faut faire confiance à ses émotions, il faut être bon public, et il faut faire confiance à sa mémoire. C'est ça qui est important. Après, je discutais avec il y a des gens qui me disaient, je crois que c'est Danet qui me parlait de ça, il y a des critiques qui se souviennent des acteurs, tous. Puis par exemple, Jean Mitry, l'historien du cinéma, lui ne se souvenait que des plans, c'est-à-dire de la mise en scène. C'est-à-dire là, tel plan, mais il était incapable de reconnaître les acteurs. Enfin, il faut effectivement, quand on regarde un film, être d'une part bon public. Je pense qu'un film, il faut savoir le recevoir en soi. Et pas, au début, je voyais un film en me disant, qu'est-ce que je vais pouvoir en dire? Et je flippais pendant le film. Je me disais, putain, mais j'ai rien à dire, j'arrive pas à trouver le fil, quoi. Et après, j'ai vu le film sans penser à ce que j'allais écrire. Voilà. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire le recevoir, savoir pourquoi on est ému. Et puis après, effectivement, il faut avoir une bonne mémoire, savoir à la fois voir l'histoire, s'intéresser surtout au traitement de l'histoire, parce que beaucoup de critiques s'intéressent au sujet des films, mais ils s'intéressent moins au traitement cinématographique du sujet d'un film. Donc ça, je trouve que c'est un problème, quoi. Deuxième chose, le jeu des comédiens. Même si, en tant que critique, je pense que je ne suis pas le seul, c'est le maillon faible de la critique. C'est-à-dire de dire, tel acteur est formidable,
il est bien, mais comment définir en termes critiques un jeu d'acteurs, pour moi, ça reste compliqué. Je n'arrive pas à faire. La mise en scène, bien sûr. La mise en scène, c'est-à-dire la façon dont c'est filmé. Hein. La façon dont c'est filmé, l'usage du format d'un Robuste, par exemple, l'utilisation des vitres, etc. Ça saute aux yeux pour moi. Enfin, ça saute aux yeux quand on voit le film. Hein. Et ce qui est important dans le film, c'est, et ça, je l'ai été encore plus sensible quand j'ai été sélectionneur, parce que je pense que quand on est critique, on a plutôt tendance, c'est un peu le péché mignon cahier du cinéma, je dirais, de trouver que c'est une idée, c'est un grand film sûr, ok, ça séduit, mais quand on voit un film pour un festival, là, on a un regard plus concret sur chaque séquence, sur la narration, parce que quand vous appelez le producteur à l'issue de la projection, lui-même a des doutes sur le montage, sur la durée et tout, et il vous demande qu'est-ce que vous pensez de ça, ça et ça. Donc on a un rapport très concret. Je trouve ça très bien. Le cinéma, un film, c'est quand même une architecture dans le temps. Et de savoir comment le régime temporel d'un film, son ventre mou, son entrée, sa manière d'entrer dans un film et tout, ça me paraît extrêmement important. Sur le... Quoi d'autre encore sur le... Je regarde mes notes, j'ai retrouvé d'autres pistes. Sur la rédaction d'un texte, après, il faut... Comment dire, un texte critique, après, il me semble qu'il ne faut surtout pas dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas un film, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Pour moi, c'est un échec de dire ça. Il faut le faire sentir sans avoir à le dire, quoi. Et il y a des films où je trouve ça formidable, non, c'est un échec. Mais c'est vrai que dans l'enthousiasme, même de la plume ou du style, on comprend que vous êtes habité et possédé par le film. Et ça suffit, quoi. Et ça suffit. Donc ça, c'est des petites choses comme ça. J'ai appris aussi ça, ces années qu'il m'avait dit ça, où j'avais aimé un film et puis je trouvais qu'il y avait des choses moins bien. Puis il m'a dit, c'est pas grave, il y a des trucs moins bien, n'en parle pas, enlève ça. Tu as aimé, tu as trouvé ça intéressant, mets en valeur ce que tu as trouvé bien, ça suffit. C'est-à-dire qu'il faut tisser une ligne et il ne faut pas faire ce que j'appelle de la critique comptable, quoi. Comptable, c'est au sens... ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, il y a quelque chose, il y a un fil, il y a une manière de le tirer, il y a un angle qui vous plaît, et il faut le tirer. Après, écrire, c'est important, parce qu'il faut du style. Une critique, c'est comme un film. Hein. Enfin, au sens, pas comme un film, mais il y a une narration, il y a une manière d'entrer dans le texte, de ne pas dévoiler les choses, surtout si vous ne l'aimez pas. J'ai vu des critiques qui n'aimaient pas, mais dès la préface, c'est nul, parce que... Et il égrenait ça pendant 20 lignes. J'ai dit, bon, de la première ligne, on sait, vos 19 lignes ne servent plus à rien, quoi. Et donc, il faut créer quand même un mouvement, parce que quand il faut embarquer le lecteur, je dirais, dans ce que vous avez envie de lui dire, et puis de l'amener quelque part par rapport à ça. Moi, j'aime beaucoup les critiques, parce que j'en lis, qui tout d'un coup, quand le film, je l'ai vu, je préfère voir, c'est un autre débat, ça. Est-ce qu'on écrit pour quelqu'un qui a vu le film ou pour quelqu'un qui n'a pas vu le film et à qui on a envie de donner de le voir? Ça, c'est des vrais enjeux. Hein, c'est des vrais enjeux. C'est vrai que quand on était au cahier, on avait plutôt tendance à écrire des textes pour des gens qui avaient vu le film. Puis quand bien même ils n'avaient pas le vu, ils avaient envie de le voir aussi, parce que le truc du spoiler, je trouve que c'est un faux problème. Enfin, c'est pas... il me semble. Hein. Il y a une manière de voilà. Mais ça, c'est des choses pour parler, comment... Autre chose. J'essaie de retrouver ce que... Ça va ce que je dis ou pas? Très bien. Non, c'est pour savoir. Okay. Oui, pour qui écrit-on? Il y a des gens qui... C'est une question. Hein. Est-ce qu'on écrit pour soi? Pourquoi pas? On peut avoir un questionnement intime avec le cinéma, une sorte de monologue critique dans son rapport au cinéma, comme une sorte de journal intime de sa vie en cinéma. La critique, pourquoi pas, pourrait être ça. Il y a des critiques qui écrivent, et moi ça m'est arrivé. Je sais que quand j'écrivais sur Kiarostami ou Oliveira, j'avais le désir secret que lisent ces textes et qu'ils en soient contents. Et quand ils me le disaient, ça fait plaisir, bien sûr. Faut être franc avec soi-même. Donc, on peut écrire aussi à un cinéaste.
au sens, pas un cinéma, genre je vous déteste ou je veux votre cinéma, mais comme lecteur de votre critique. Pourquoi pas? Ça peut aussi donner de bonnes critiques. Parfois, il y a des critiques où on sent qu'ils sont dans un dialogue tellement intime qu'on se sent un peu étranger en tant que lecteur. Ok, tu parles, je ne suis pas concerné. Après, il y a des fois où il y a des critiques qu'on peut écrire, je sais, et j'ai envie, là, de m'adresser aux lecteurs pour leur dire d'aller le voir, de leur donner envie d'y aller et d'être prescripteur. Donc, il y a plusieurs formes de critique. Il y a la critique qu'on appelle la critique prescripteur, qui est importante, parce que là, on va parler sur autre chose. On va parler, je dirais, de l'exercice critique ou du métier de critique. En France, à Paris, il sort 17 films nouveaux chaque mercredi. 17. À peu près, 15. Donc, tout dépend, là aussi, on va revenir à des trucs très basiques, dans le support dans lequel vous êtes. Le support détermine beaucoup votre position critique, l'espace. Par exemple, je sais que dans le Nouvel Obs, qui est un hebdomadaire, ils font des petites notules très brèves, ils mettent des petits cœurs, 1 cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, 4 cœurs, et on lit. Dans Libération ou Le Monde, il y a 4 pages pour le cinéma. Ce qui est important, c'est d'avoir la une, l'ouverture, d'avoir soit d'autres pages avec un texte critique ou un texte critique avec un entretien. Puis quand ils n'aiment pas le film, mais qu'ils veulent en parler quand même, ils font la dernière page avec un portrait du comédien, etc., mais sans faire la critique. Donc ça, c'est les supports, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la critique prescripteur, mais je crois que c'est important. Il ne faut surtout pas sous-estimer ce rôle-là. Il y en a qui se pensent plus haut que ça. Non, c'est-à-dire, il y a 15 films à voir cette semaine, mais nous vous recommandons celui-là. Allez voir celui-là. La critique n'est pas toujours suivie, elle peut l'être, mais elle a un rôle extrêmement important de guide du consommateur. Il ne faut pas avoir peur des mots, au sens de notre choix, etc. Donc selon les supports, selon les choses, ça bouge. Mais ce rôle de prescripteur est extrêmement important. Après, ça pose une autre question, c'est que tout d'un coup, le cinéma se limite, mais ça, c'est pour ça qu'écrire dans une revue spécialisée comme les Cahiers positifs, c'est différent d'écrire dans un quotidien. Autrefois, dans les quotidiens, le cinéma, on en parlait le mercredi, le jeudi, etc. Je me souviens de cette époque, parce que le film sortait le mercredi, celui qui est le plus important était parlé le mercredi. Je sais que les attachés de presse, on en parlera après, flippaient parce qu'il fallait que la critique soit au moins pour le samedi, avant le week-end, parce que sinon c'était mort en point de vue économique. Maintenant, les quotidiens ont des pages, etc. Donc ça, c'est important, ce cadre-là de prescripteur. Mais en même temps, les critiques ne voient que les films qui trouvent un distributeur. Okay. Reste la façon dont la presse, aujourd'hui, parle des festivals de cinéma, qui sont très nombreux, qui sont, je dirais, une autre strate avant la distribution, puisqu'il y a beaucoup de films qu'on voit en festival, mais qui ne se trouvent pas de sortie en salle et qui ne sont pas traités, et qui permettent là, pour les critiques qui s'intéressent au côté défricheur, moi je me sens plus à l'aise avec ça, j'adore aller dénicher. Dans mes trucs des cahiers, là où je suis content, c'est d'avoir écrit le premier texte sur Kiarostami des cahiers, Close-up, d'avoir écrit sur Jazanke, Siaou Artisan, Pickpocket, qui était aux 3 continents d'ailleurs, et j'ai fait un entretien avec lui. Et en 1999, je suis allé en Corée du Sud, j'ai vu le cochon est tombé dans le puits de Hong Sang-soo, j'ai fait un entretien avec lui, et dans les cahiers, le premier texte et entretien avec Hong Sang-soo, je l'ai fait en 1999. Donc ça, c'est un truc, il y a des critiques qui aiment bien être en première ligne et qui aiment bien défricher, voyager. Il y a des critiques, moi je connais des critiques qui ne vivent qu'à Paris, ou qui vont à Cannes et Venise et ils ne bougent pas. C'est-à-dire, ils voient des films en salle, en projection de presse, en avant-première et tout. Il y a des critiques, moi, là c'est un peu l'école Danet, l'école 3 continents, Jalado et tout ça. C'est-à-dire que c'est comme au tennis, vous recevez une balle, et vous la renvoyez. Une critique, c'est aussi une manière de renvoyer la balle, etc. Mais aussi, celui qui vous envoie la balle, il habite en Bengale, il habite en Colombie, et de voyager, moi ça m'a toujours donné une curiosité pour savoir dans quel contexte les films sont faits,
qu'est-ce que ça signifie, etc., etc. Donc ça, j'ai envie de faire ça, mais il y a des critiques, non. Il y a des critiques qui sont très mauvais, enfin là, je ne donnerai pas de nom, hein. Il y a des critiques qui sont très mauvais pour défricher, parce qu'ils n'ont pas un goût terrible, mais qui sont très bons commentateurs et exégètes de cinéastes découverts par d'autres. Il y en a plein, sur Hitchcock, même sur Kiarostami et autres. Ce n'est pas des gens qui découvrent, ils se plantent même, ils le reconnaissent d'ailleurs parfois, mais par contre, ce sont des très bons exégètes d'auteurs découverts par d'autres. Pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas être à la fois un critique de filet qui monte au filet en première ligne, et qui, quand on monte au filet, on peut remarquer des points, mais aussi il y a des balles qu'on passe à travers. Et puis il y a ceux qui sont au fond de cours, et qui, après, qu'une fois, peuvent effectivement écrire des très beaux textes fondamentaux sur des auteurs découverts par d'autres. Vous voyez, il y a différentes manières de se positionner par rapport à ça. Des questions de déontologie. Alors, c'est des débats, ça, je me souviens de combats. C'est le procès qu'avait fait le cinéaste et producteur Claude Berry à Serge Danet dans Libé à propos de Uranus. Je ne connaissais pas l'affaire, mais il avait été méchant sur le film. Et c'est pour vous dire, et puis même Libé, Ration à l'époque, bon, un autre sujet, ouais, il y a des critiques aussi. Moi, j'ai trouvé mon régime de critique en parlant des films que j'aime beaucoup. Je pense que je suis mieux quand je parle des films que j'aime beaucoup que quand je suis le méchant sur des films que je n'aime pas. Voilà. C'est par contre très grisant pour un critique de démolir un film, parce qu'on parle de vous, et on parle de votre critique. Et je connais, là aussi, des critiques qui se sont laissés griser par le fait que « Ah, t'as vu ce que tu lui as mis au film, tu l'as déglingué, waouh !» Et tout d'un coup, il y a un retour critique qui peut être gratifiant, et il y a des gens qui aiment bien faire ça. Je sais que moi, ce n'est pas mon truc, mais après, être critique, c'est aussi des moments de grande solitude. Hein. Vous écrivez des textes, et puis voilà, quoi. Mais vous y retrouvez, vous, dans votre rapport au cinéma. C'est ça qui est le guide. C'est ça qui est le guide. C'est-à-dire de répondre à ce que disait Bazin. C'est quoi le cinéma? C'est une question qu'on se pose, et on est critique à condition de ne pas trouver la réponse. Okay, on la cherche tout le temps. C'est ce que disait Buñuel pour sa vie, mais qui est pour moi le guide et tout. Être critique pour moi, c'est ça. Buñuel disait ça. Je suis toujours du côté de ceux qui cherchent la vérité, mais je les quitte lorsqu'ils pensent l'avoir trouvée, soit parce qu'ils sont des fanatiques, ce que je déteste, ou des idéologues. Donc être critique, pour moi, c'est pareil. C'est qu'est-ce que le cinéma pour vous, mais aussi qu'est-ce que le cinéma, de qu'est-ce que vous attendez, vous, du cinéma, et que la critique est votre réponse à votre manière de vouloir penser le cinéma. Et c'est une quête sans fin, parce que le cinéma se renouvelle, et c'est intéressant de voir comment il évolue, et c'est le rôle de la critique de voir comment il évolue. Les points morts de la critique, où on n'est pas bon, je dirais, j'ai parlé des comédiens, c'est vrai. Il y a la technique aussi, la technique, même avec les fonds verts, les effets spéciaux. Moi, je suis allé sur des tournages, etc. Je m'y intéresse un peu, mais il y a des gens qui sont très nuls là-dessus, et qui ne sont pas bons, mais après, ils peuvent parler d'une chose. Hein. Mais cette question de savoir comment les films se font et tout. Autre débat sur les autres. Non, je ne sais pas, je voulais boire le gel, c'est pas dangereux. D'accord, très bien. J'ai terminé un petit peu sur des petites choses. Danet, oui, je parlais d'Uranus. Danet, j'ai perdu le fil, excusez-moi. Le discours d'alors, et même il y a eu d'autres polémiques en France avec l'affaire Lecomte, qui disait que les critiques français disaient trop de mal des films français, ils ne devraient pas écrire quand ils écrivent du mal, ou alors il faut attendre que le film sorte après, etc. C'est ce qu'a fait Frémaux à Cannes. Avant la presse, vous voyez les films à 8h du matin, et l'officiel, 19h. Mais à 8h, les critiques détestaient le film, donc les gens qui venaient à 19h, ils faisaient la tête. Donc, voilà. Je pense que c'est une erreur pour moi, parce que sans la presse, sans la critique, Cannes n'existerait pas là où il est aujourd'hui. Mais bon, c'est un autre débat. Revenons sur Uranus. Le débat de Berry et tout, c'est vous nous faites chier, les critiques, à dire du mal de nos films qui coûtent cher et qui sont populaires. C'est toujours le côté cinéma d'auteur, cinéma populaire. Ne parlez que des films qui ont besoin de vous. Non. C'est-à-dire besoin de vous, c'est-à-dire, oui, il y a des films qui sont fragiles, qui ont besoin de la critique pour exister.
Par exemple, Bruno Redal ou Rien à foutre ou d'autres films avec Exarchopoulos, Adèle, c'est vrai que la critique est déterminante, à la fois pour faire exister le film, aussi pour sa production. Il y a des films qui marchent peu en salle, mais qui sont très appréciés de la critique, qui circulent dans les festivals du monde entier, et qui fait que le cinéaste peut continuer à faire des films. C'est le rôle aussi de la critique, qui n'est pas un rôle conscient, mais qui est un rôle, une réalité de fait. Je pense, là, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que la critique ne devrait parler que d'un cinéma dont elle a besoin et pas des autres. Non, il faut que la critique puisse parler de tout et avoir une vision de tout. Mais ça, c'est des questions qu'on a souvent entendues par rapport à ça. Après, chacun a des paramètres personnels que vous... Parce que penser le cinéma, ça vous oblige à prendre position. Quand on est critique, il y a ce qu'on appelle des positionnements critiques, quoi. Par exemple, il y a des gens qui pensent que dès qu'un film a eu plus de difficultés pour exister, plus pauvre, pas la même économie, donc il faut être plus bienveillant et moins exigeant, et que les films chers et tout, il faut les... Enfin, oui, non, moi je suis contre ce genre de choses, mais c'est des enjeux, c'est des questions que vous pouvez, à laquelle vous serez vous-même confronté, quoi. Bien. Quoi d'autre? Non, ça va? Ou... Je dis 10% de ce que j'ai à dire, mais je prends comme ça me vient. Hein. Je tiens la montre pour toi. C'est bon. Après, on va parler du film. Non, vous voulez qu'on parle du film ou pas? Ou de... Hein? Ouais. Moi, si j'en parle, je vais la faire avec vous, à votre place, la critique. Mais oui, ce qui est important, il y a le métier de critique, la déontologie aussi. Ouais. J'ai oublié une chose, j'ai parlé, il y a deux choses, j'ai oublié une chose, excusez-moi. Donc, être critique de film et critique de cinéma. Quand j'ai commencé à écrire au cahier, je me pensais comme critique. Je ne suis absolument pas journaliste, mais j'étais heureux d'être journaliste de cinéma grâce au cahier. Et ça, c'est une opinion toute personnelle, mais je pense qu'on peut être journaliste de cinéma permet d'être un très bon critique. Je sais qu'il y a... Par contre, il y a des personnes qui viennent du journalisme, avec des écoles de journalisme, pour faire des entretiens et tout. C'est pas sûr qu'ils soient pour autant des bons critiques de cinéma. Mais c'est vrai que c'est aussi un état d'esprit. Après, c'est Danet qui disait ça. Nous, on avait l'idée des cahiers 70 très théoriques et tout. Et dit non, on veut des journalistes de cinéma. On a passé 10 ans à faire de la politique au cahier. On n'a même pas rencontré Fassbinder, c'est une honte. Enfin, c'est ce que me disait Danet en 79. Donc, on veut rater personne, donc il faut aller sur le terrain. Et j'adorais être journaliste de cinéma, c'est-à-dire de faire des entretiens, d'aller sur des tournages, d'aller dans des festivals, de voyager. Et je trouve que c'est un enrichissement qui m'a beaucoup nourri en tant que critique. Alors qu'il y a des cinéastes, des critiques, pardon, encore une fois, qui, eux, sont dans un rapport au film qu'ils voient, encore une fois, en salle, et ça suffit à leur existence critique. Mais là, chacun trouve... Le cinéma est révélateur, et la critique est révélateur de sa propre personnalité par rapport à tout ça. Voilà. On peut parler de Robuste, ouais. de Rotalia. Tout le monde ne va pas écrire une critique, il n'y en a que 10 livres. Ah oui, d'accord. Par exemple, Robuste, je l'avais vu une fois à Unifrance, des journées où on voyait 9 films par jour quand même. Et je prends toujours des notes après avoir vu le film le soir. Et je me souviens de certaines scènes, il y en a d'autres que je ne me souvenais absolument pas en le revoyant. Mais c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on garde d'un film et de ce qu'on oublie. Il faut vraiment partir de ça, je trouve. Il y a deux façons d'écrire une critique. Soit vous partez ce que j'appelle le tricot, la théorie du tricot. Il y a un fil qui dépasse. Tout le tricot, il vient. Vous partez d'un détail. Par contre, il y a ceux qui ont une vision un peu comme l'aigle qui survole tout. Ils veulent partir de la généralité avant d'arriver au détail. Ça, c'est des mouvements. On peut faire comme on veut. Par contre, si j'avais à écrire à nouveau sur le film,
je partirais d'un détail, d'un plan que je ne me souvenais plus. C'est celui des moulages avec les visages, là. Vous vous souvenez de ça? Je ne me souvenais absolument pas de ce plan. On voit des moulages. Et je trouve que c'est par rapport au visage et par rapport à tout ça, je trouve que c'est un fil possible. Mais ce qui est important dans un film, c'est de savoir... Enfin, je disais au début, en présentant en anglais, c'était pas bien. My English is a little poor. Mais c'est-à-dire qu'un film est une rencontre. Et qu'est-ce que le film attend de moi en tant que sujet spectateur? Qu'est-ce qu'il attend du cinéma en tant que film? Pourquoi c'est un film et pas autre chose? Et quand je me dis que même si le film n'est pas bon ou raté, mais qu'au moins il se confronte à la matière film qui fait que ça avait existé en tant que cinéma, pour moi c'est déjà ça. Il faut arrêter d'attendre le film parfait, quoi, parce que ça m'énerve, ça. Enfin, j'ai essayé de dire ce que je n'aime pas dans certaines critiques. Il y a des critiques... Quand on est critique, il faut être comme Depardieu à l'histoire de l'enfant, là. Je pense qu'il faut rester enfant au sens d'être curieux. Si vous n'avez pas la curiosité, si vous êtes blasé, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Enfin, je trouve qu'il faut avoir l'honnêteté d'arrêter. Moi, j'ai une passion, et si j'avais plus la passion, si j'étais blasé, si j'étais revenu de tout, cynique, il faut arrêter. C'est pas sérieux. Quand quelqu'un me dit « Ouais, le cinéma, c'était mieux avant », je dis « Bon, ben arrête dans ce cas, va à la cinémathèque, ou même les cinémathèques, ça montre du contemporain. » Mais ça m'énerve quand j'entends ça. Il y a des critiques aussi. Moi, quand je suis une bonne éponge en tant que spectateur, hein, et quand je pleure de l'œil droit. C'est bizarre, j'ai un truc. Mais je crois qu'il faut que j'aille voir l'ophtalmo quand même. Mais c'est celui-là qui pleure un peu. Pas le gauche, c'est bizarre. Hein. Mais je suis une bonne éponge. C'est-à-dire que il faut faire confiance à ses émotions, mais c'est surtout savoir les analyser après coup. Hein, après coup. Et il y a des critiques qui... Ça m'énerve, ça. D'abord, ce que j'appelle les critiques qui ont toujours quelque chose à redire d'un film, quoi. Ça m'énerve, quoi. C'est un manque de générosité. Le film là, il y a ça, il trouve toujours quelque chose à redire, un détail. Mais même un film de Mizoguchi, on peut trouver une scène qui est à redire, qui est moins bonne qu'un autre. Même chez Lang et tout. Ça suffit, quoi. Il faut arrêter avec ça. L'autre chose, c'est les critiques qui sont plus intelligents que les films, quoi. Qui se sentent supérieurs au film qu'ils voient. Toi, je te vois venir, tu ne m'auras pas comme ça. Je suis plus intelligent que toi, je suis plus malin, je te vois venir. Arrêtez avec ça. Faut arrêter avec ça. On peut être bon public et à partir de là, comprendre ce qui se passe et de savoir ce qui se passe, quoi. Donc ça, c'est vrai. Je trouve que c'est des choses qui m'agacent quand j'en lis, hein, parce que tout d'un coup, il y a ce côté, faut que ça coince toujours quelque part, quoi. Je dis putain, mais ils sont pas heureux de faire ce truc-là, ou c'est quoi leur plaisir? C'est quoi leur plaisir? Où est leur plaisir du cinéma? Ils se retrouvent où, au bout du compte, par rapport à ça, quoi. Donc c'est vrai que la passion, c'est important. Après, il faut savoir la mettre en mots, avec des arguments, et avec une vraie réflexion. Ce qui est important, c'est de savoir ce que le film... Toujours le hiatus entre ce que le film est et ce qu'il aspire à être. Il y a des films qui sont très exigeants envers le spectateur, même les Angelopoulos, etc. Exigeants. Ça ne me dérange pas qu'un film soit exigeant. C'est un peu, vous êtes au pied d'une falaise, il y a 400 marches à monter, vous arrivez en haut, crevé, mais vous dites, waouh, la vue est magnifique. J'ai bien fait de monter, parce qu'en bas, c'était moins beau. Ok, quand un film me demande ça, j'y vais. Mais par contre, il y a des films qui me demandent de monter 400 marches, puis en haut, c'est nul à chier, il n'y a rien à voir, quoi. Alors là, je lui en veux au film. Je lui en veux. Donc, et il y a des films qui sont modestes, pas ambitieux, et qui sont là où ils ont envie d'être, où on sent qu'ils ont envie d'être là, et en fait, ça ne va pas, c'est pas ça. Donc c'est important de savoir ce que le film attend de vous. Et je suis très sensible, et ça, Dan en parlait aussi, de les films qui... Comment un film considère son spectateur. Ça, il y a des films qui vous demandent « aimez-moi, 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 aimez-moi ». Okay. Bien sûr qu'ils demandent ça. Mais c'est « admirez-moi, regardez comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est beau ». Pourquoi pas? Ça peut être très beau comme ça. Et il y a des films qui donnent une note d'emblée, et puis c'est la même note jusqu'au bout. Moi, j'aime bien quand je vois un début de film, ah, ça va m'emmener là.
ok, ça m'emmène là où il avait prévu, puis ah non, ça bifurque, ça m'emmène ailleurs. Les films qui tout d'un coup deviennent une expérience où, c'est comme la métaphore du tennis, hein, comme souvent on parle des années, on s'attend à un coup droit, et non, c'est un revers. Le film vous prend un revers, vous surprend, vous oblige à... Et j'aime bien quand les films, non pas me déstabilisent, parce que quand ça devient systématique, c'est pas intéressant, mais de croire que, tiens, ça va parler de ça, ah non, c'est là, il est ailleurs. Tout d'un coup, le spectateur vit une expérience qui n'est pas le sujet de regarder comme c'est beau, qui est un peu monotone, monocorde. Donc je trouve que la façon dont chaque film, c'est important en tant que critique, chaque film assigne à son spectateur une place précise, et c'est à vous de la trouver, de la déterminer et d'en parler. Ça me paraît capital. Il faut vraiment vivre le film dans une expérience du temps. Bien, je m'éloigne de Robuste. Là. Vous avez des questions? On peut parler du film, hein, non? Ou pas? Ou on peut voir Brutalia. On peut voir Brutalia, ouais. Et après on peut poser des questions, et comme ça tu continueras. Au Nikos, il faut que tu parles dans le micro, demande à Nikos si on peut voir... on peut voir l'extrait de, pardon, oui, pour la cabine, de Brutalia. Merci. Qui était la semaine en court-métrage. C'est un 3e court-métrage, je crois. Hein, c'est ça, hein? C'est pour ça que je le disais. Ah oui, c'est tout pour l'écran. Ouais. Αυτή είναι μια εργάτρια μέλισσα. Ζει ανάλογα με το πόση δουλειά έχει. Αν έχει πολλή δουλειά, θα πεθάνει πιο γρήγορα. C'est brutal. Non, c'est juste montrer, c'est très grec, hein, le film. Non, enfin, dans tous les sens du... Enfin, pas, non, je sais pas. Non, c'est un exercice d'ouverture. C'est toujours important, les ouvertures. Vous avez vu dans Robuste, Shark et puis une gamelle en moto. C'est l'ouverture de Robuste. On revoit le casque une deuxième fois à la fin. Bien. Non, là, c'est intéressant parce que j'aime bien la façon dont un film... Enfin, c'est comme les entrées de film. C'est comme à l'opéra, l'air de musique soit donne le ton, ou soit c'est une fausse piste, ou soit il y a différentes écoles de metteurs en scène. Le modèle de la scène d'ouverture qui donne tout, genre école de cinéma, c'est Rio Bravo de Howard Hawks, je pense que vous le connaissez. Le saloon, le crachoir, Dean Martin alcoolo qui arrive, le Burdett qui, pour l'humilier, jette une pièce dans le crachoir, lui qui est tellement au bas, au fond du trou, qui se baisse pour prendre la pièce, et John Wayne qui arrive, donne un coup de pied dans le crachoir pour soulever Dean Martin et puis dire au Burdett, bande de salauds, etc. Tout Rio Bravo est donné, je ne parle pas de la mise en scène, mais du sujet, des personnages, de fameuse caractérisation dans la première scène. L'opposé de Hawks, c'est John Ford. John Ford, vous pouvez voir 30 minutes d'un film, je ne parle pas des derniers, mais ceux des années 30, on ne sait pas où le film va nous amener, on ne sait pas quel va être le sujet,
On ne sait même pas quel va être le personnage principal, etc. Donc c'est le jeu des entrées. C'est important parce qu'il y a des films que j'aime 20 minutes, parce que tant que je ne sais pas quel est son sujet, j'ai une curiosité. On est intrigué. Ça va nous parler de quoi? Ça va être quoi le sujet? À quel moment? Il y en a qui mettent le sujet sur le tapis tout de suite, d'autres qui le mettent au bout de 30 minutes, puis quand ils le mettent au bout de 30 minutes, ben, ça enclenche quelque chose de fort, ou quand ils le mettent, ça détruit tout, et qu'on aimait le film, à partir du moment où on ne savait pas où allait nous emmener, et lorsqu'on sait où il a envie d'être, ça ne nous intéresse plus. Ça m'arrive très souvent. Ici, c'est différent, je dirais. Là, je parle plus en tant que programmateur que comme critique, mais la semaine, c'est aussi des critiques qui sont des programmateurs, sauf que les critiques, en général, parlent des films finis. Nous, on choisit des films avant même que le public, l'industrie et la critique en parlent. Mais je trouve que c'est une autre place que je trouve très, très intéressante. Là, quand je vois le début, ben, il faut mémoriser la mise en scène, c'est très simple. Vous vous souvenez de la scène du prologue. Ça commence par un insert sur une pelle et la terre. Premier plan. Deuxième plan, on voit juste les brodequins, ça. Après, on voit l'uniforme, puis ça s'élargit, tac, 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 tac. Okay. Donc ça, posé. C'est le prologue. Après, donc on se dit, OK, c'est quand même au début, terre, pelletée, personne, une action. Puis après, on voit que là, il y a l'idée de la focale vous donne une idée de ce que veut être le film, pour moi, en termes de mise en scène. C'est ça aussi être critique. Hein. C'est-à-dire, on ne s'intéresse pas à un sujet, mais on s'intéresse à de l'unité au groupe et comment tout cela a valeur de fable ou de parabole, et que la mise en scène est déjà la forme, comment on passe de l'individu à la parabole globale. Et tous les plans du prologue, vous les analysez, tac, 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 jusqu'à la troupe de femmes soldats. Dans l'élargissement du plan, on passe du 1 au corps à 10. Et quand c'est encore 3-4 femmes qui bossent, on se dit, OK, elles bossent. Puis après, quand on voit les plans, on comprend que c'est autre chose. Arrive le titre, et après, on comprend par la voix off que tout d'un coup, on va observer la vie des abeilles. Ça va nous donner une sorte de fable, de métaphore sur l'organisation de la société par rapport aux hommes, etc. La voix off le fait. La question que je me suis posée, même en renvoyant le film ici, mais j'ai la réponse que je l'ai vue en entier, c'est par exemple, il y a un plan que j'ai bien aimé, c'est quand elle est habillée en blanc, t-shirt, etc., et qu'elle va dormir, une femme. Et on voit un gros plan sur elle. Et là, on se dit, est-ce qu'elle va exister en tant que personnage, elle, en tant que visage, en tant que sujet? Et non, le plan d'après, la femme va non pas la manger, mais va la réintégrer dans son chose là. Donc c'est vrai que le film, il est ce qu'il est. Je ne vais pas refaire la critique, on n'a vu que 5 minutes. Mais quand on voit ça, on se dit, OK, l'Antimos est passé par là, c'est du bon post-Lantimos, bien fait. Et l'idée du rapport homme-femme, organisation de la société, il y a une belle idée. Elle est déclinée. Après, est-ce que le film la décline sur la même tonalité, est-ce qu'il y a des ruptures ou pas? C'est ça l'enjeu d'une scène d'ouverture, par exemple. Mais je trouve que en revoyant le film là, le prologue est intéressant, parce que le jeu des plans dit très bien là où il a envie de se situer. C'est-à-dire que ce que le film vous dit, c'est l'histoire de Reine des abeilles, et c'est la société, l'organisation. La mise en scène vous le dit en passant du gros plan au plan large. Donc c'est ça qu'il faut savoir relever, c'est-à-dire d'observation critique de la mise en scène, c'est-à-dire comment ce que le film dit, la mise en scène le dit. C'est ça aussi quand même le boulot de la critique. Il y a des critiques qui sont que des paraphrases du scénario ou du sujet, qui la commentent philosophiquement, c'est intelligent et tout, mais savoir qu'est-ce que la mise en scène fait passer, que le film fait passer dans ce qu'il est, la fable, l'individu et l'emblème, la parabole de la société, la mise en scène le dit dès le premier plan. Que vous aimiez ou n'aimiez pas ça, c'est une chose, mais de ne pas le voir, c'est emmerdant, c'est embêtant, je trouve. C'est là où il faut quand même situer une sorte d'exigence dans l'observation et de savoir pourquoi il y a ça. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai revu le film là, comme j'ai vu la suite, je sais, j'ai dit sur le visage là, il y a un moment de bascule pour moi, en tant que spectateur, de tiens, on va s'intéresser à elle, il va exister en tant que personnage, ou est-ce qu'il va re-rentrer dans le cadre du petit tableau, de la fable, etc. Voilà. C'est tout. Hein. Et... Oui, bien sûr. On peut parler de tout ce que vous voulez par rapport à ce que j'ai dit, des questions, et puis robuste. Ouais. Vous n'avez pas beaucoup ri en robuste, mais peut-être, je ne sais pas. Moi, quand j'avais vu, j'avais énormément ri, mais bon. Enfin, je trouve de Depardieu. Pardon, allez. Oui, il faut que je prenne une.
pour la traduction, pardon, excusez-moi. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν ένας κριτικός γράφει για μια ταινία, βρίσκεται κάτω από μια ψυχολογική κατάσταση, βρίσκεται σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία, βρίσκεται σε κάποια κοινωνική θέση. Αν τη δει αυτή την ταινία 20 χρόνια μετά, που θα είναι όλα διαφορετικά και η ψυχολογία του και 20 χρόνια μεγαλύτερος, υπάρχει περίπτωση να αναθεωρήσει κάτι από την αρχική του κριτική. Και δεύτερον, αυτό που θα ήθελα κι άλλο να ρωτήσω, είναι αν το μέτρο της κριτικής πρέπει να είναι πιο ελαστικό σε νέους δημιουργούς και πιο αυστηρό σε φτασμένους δημιουργούς. Ευχαριστώ. Il y a plusieurs questions, merci. C'est évident que le regard évolue quand un film que vous voyez 20 ans après, vous pouvez, vous, avoir changé. Après, fondamentalement, je sais qu'il y a, je crois que c'est tous les cinéphiles, il y a des films qu'on a aimés et qu'on a peur de revoir, parce qu'on sait qu'on risque peut-être de ne pas les aimer autant que ça. Puis il y a des films qu'on sait qu'on peut les revoir tout le temps, parce que ce sera, je dirais, un plaisir intact. Mais c'est vrai qu'on évolue, parce qu'il y a cette subjectivité ou cette sensibilité, puis il y a le vécu, l'expérience humaine. À partir du moment où les films parlent de... Après, c'est ce qu'on dit, on aime les films pour des mauvaises raisons. Oui, c'est vrai, ça peut jouer, bien sûr, par rapport à ce qu'on a propre vécu, ce dont le film parle, ça rentre en considération, mais je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit comment le film, lui, met en scène ça et traite ça, quoi. Mais c'est vrai, puis après, ce qui est important, c'est que j'en ai pas parlé par rapport à la critique sur maintenant le male gaze, le gender, le point de vue des femmes, et comment tout d'un coup elles sont mises en scène et comment elles sont considérées, etc. C'est un élément important dans le discours critique d'aujourd'hui, hein, et que tout d'un coup, il y a des films par rapport à un contexte d'alors sont reçus différemment dans un autre contexte après. C'est évident, c'est des éléments qui changent. Après, je pense qu'un film, il y a des films aussi qui vieillissent. Je sais qu'il y a des films que je ne peux plus voir à cause du jeu des acteurs. Par exemple, les Visiteurs du soir, Jules Berry, je déclame, pas possible. Enfin, mais c'est Bergman qui disait ça. Il disait que si un film est raté en termes de mise en scène, mais que les acteurs sont bons, il vieillira mieux que l'inverse, quoi. Et que ce sont les acteurs qui... Enfin, c'est ce que disait Bergman, hein, par rapport à ça. Et qu'il y a des films, si la mise en scène est bien, mais les acteurs sont mauvais, enfin, ok. Mais je pense que sur l'autre question, c'était sur les classiques, non, c'est ça Vous avez répondu à votre question ou pas? Mais après, quand on est jeune, on n'a pas le même regard que maintenant sur le... C'est vrai que j'étais beaucoup plus radical. Et que maintenant, je suis peut-être plus... non pas conciliant, parce que je peux être très... Mais il y a des formes de cinéma qui me... Je sais que j'ai plus de mal avec des cinéastes plus expérimentaux ou radicaux, mais en même temps, un des cinéastes grecs que je préfère, c'est Stavros Stornes. Hein. Je ne sais pas si vous le connaissez. Stavros Stornes, vous le connaissez ou pas? Non. Années 80, moi j'ai vu quelques films de lui, je trouve ça magnifique. Mais on évolue, bien sûr, par rapport à ça. Mais il y a des gens qui aiment bien un cinéma où c'est la mise en scène qui compte, et on attend d'un film qui soit comme un feu d'artifice qui vous éblouisse dans la mise en scène, d'autres qui ont plus un rapport au personnage et comment le personnage est, ce qu'il dit, etc. Il y a d'autres qui ont des attentes plus politiques à travers des films par rapport à leur discours et leur vision du monde. Et si pour eux le film, ils estiment, sont réactionnaires ou indignes de leurs convictions,
ça ne marche pas. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu et ça évolue, bien sûr, avec le temps, il me semble. Ouais. Καταρχάς να συγχαρώ τον κύριο Τεσόν για το πολύ σημαντικό αυτό masterclass. Επίσης να ευχαριστήσουμε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το Γαλλικό Ινστιτούτο, για την πρόσκληση που απευθύνεται στους φοιτητές του Τμήματος Κινηματογράφου. Θεωρώ ότι ένα masterclass είναι πολύ καλό όταν δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα και εγώ έχω σημειώσει 10 ερωτήσεις, αλλά δεν θα πω και τις 10, θα απευθύνω 1-2 ερωτήσεις σε σχέση με αυτά που είπατε. Το πρώτο ερώτημα είναι ποιες θεωρητικές γνώσεις πιστεύετε ότι πρέπει να έχει ένας κριτικός κινηματογράφου? Η γνώση της ιστορίας και της θεωρίας του κινηματογράφου είναι σημαντική από έναν κριτικό κινηματογράφο. Επίσης, η ιδεολογία παίζει ρόλο στη συγγραφή μιας κριτικής. Θέλω να φέρω ένα παράδειγμα της τελευταίας ταινίας του Κώστα Γαβρά, που ξέρουμε ότι στην Ελλάδα από μία μερίδα του τύπου γράφτηκαν θετικά σχόλια και από μία μερίδα του τύπου αρνητικά σχόλια που είχε ένα πολιτικό πρόσημο αυτή η κριτική, νομίζω. Και ένα δεύτερο βασικό ερώτημα, εάν θέλετε να μας πείτε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ανάλυσης μιας ταινίας και κριτικής μιας ταινίας. Έχω και άλλα ερωτήματα, αλλά προς το παρόν αυτά τα δύο θέλω να σας θέσω. Très bien. Oui, c'est important. L'histoire du cinéma, c'est important de la connaître, puisque l'histoire du cinéma, ce n'est pas seulement l'histoire des cinéastes, mais c'est aussi, j'en parlais un peu avec Bazin, l'histoire des enjeux de ce que doit être le cinéma ou comment il évolue. Hein. Même des questions esthétiques, la question du néoréalisme, la question de filmer en décor réel ou en studio, et qui sont des questions de mise en scène, mais ça appartient à des courants et à l'histoire du cinéma. C'est important aussi de savoir, quand on s'intéresse au cinéma du monde aujourd'hui, moi je ne connais pas tant que ça celle de la Grèce, d'autres je connais mieux, mais quel est aussi parce que chaque cinématographie, chaque film s'inscrit dans une histoire du cinéma, je dirais, horizontale, puis aussi dans une histoire verticale, mais pas seulement nationale, hein, etc. Donc ça, je trouve que c'est très important, et d'avoir des réflexions, parce que même la théorie du cinéma, non pas la théorie en tant que système, mais de se poser des questions de mise en scène, par exemple liées à la question de la profondeur de champ, la question du montage, le montage interdit, la question de la fonction du montage, la question de la lumière, la question de la narration. Par exemple, dans Robuste, en revoyant le film, ce qui m'a frappé, c'est que je trouvais que les scènes avaient la bonne durée. Et que quand même dans la scène de l'aquarium, quand on voit trop le dialogue qui pourrait être explicite, ils sont difformes comme nous, j'ai dit, oula, il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres répliques, ça serait trop. Bon, ça va, et coupe la scène au bon moment. Enfin, c'est des petites choses comme ça qui fait que la question du jeu des comédiens, donc ces questions de théorie, c'est important. Je pense que le cinéma aussi, moi, m'a nourri beaucoup par d'autres courants, parce que j'aime beaucoup la littérature, j'ai beaucoup lu, et les sciences humaines, c'est-à-dire structuralisme, la psychanalyse, Barthes. Barthes, si vous lisez SZ de Roland Barthes, qui est l'analyse de la nouvelle de Balzac, c'est quelque chose de tout à fait passionnant, parce que Barthes n'a jamais été un analyste, pour reprendre ce que vous dites, mais il avait un sens, je dirais, du plaisir des choses qui faisait qu'on n'était pas dans un certain dogmatisme universitaire. Mais c'est vrai que toutes les questions de psychanalyse, ça m'a beaucoup intéressé, parce que par rapport à la question de condensation, déplacement, des figures comme ça, et même pour comprendre les personnages, c'est-à-dire... Et je pense que là-dessus, l'histoire du cinéma me paraît essentielle. Elle n'est pas obligée quand on commence, mais je pense que lorsqu'on aime son métier de critique, on est passionné par ça, bien sûr que ça, on s'en nourrit, puisqu'on en a besoin, si vous voulez, par rapport à ça, et de voir un peu ces questions-là. L'autre, c'était l'analyse.
là, moi, je viens des deux. Hein, j'ai fait... c'est marrant de parler d'analyse, parce que j'ai fait une thèse d'analyse de film au moment où ça commençait à être une discipline universitaire, hein, qui d'ailleurs était publiée dans les cahiers du cinéma. Hein. Bellour, tout ça, Christian Mest était publié dans les cahiers du cinéma des années 60, parce qu'il y avait... C'était aussi l'idée que... Il y a aussi des manières d'être critique. Il y a ceux qui pensent qu'il ne faut parler que du cinéma, du cinéma, et du cinéma, du cinéma. Et il y a des très grands critiques que j'admire, comme Jean-Claude Biette, cinéaste. Quand lui parle de tourneur de langue, il ne parle que du cinéma en tant que tel. D'autres, moi je viens d'une autre génération, Caillé avec Danet, Bonitzer et tout, c'était plutôt les bistrots, c'est plutôt la psychanalyse, c'était l'histoire de l'art. On va chercher chez d'autres choses, et je pense que ça peut nourrir une réflexion critique. L'analyse de film, c'est autre chose. Mais après, c'est une bonne école, je trouve. Parce que de l'analyse de film, c'est l'analyse d'une séquence. Moi, j'ai fait une thèse de doctorat à Paris 3, Sorbonne, sur la première séquence de Vampire de Dreyer. La première séquence, scène de l'auberge, 360 pages sur une seule séquence. C'est une bonne école, l'analyse de film, d'observer, parce que tout d'un coup, ça vous fait regarder la valeur des plans, le montage, ce que ça dit, les figures et tout, et ça vous sensibilise, si je puis dire, à la mise en scène. Mais ce que la fonction de l'analyse, après, l'analyse de film, il faut savoir l'utiliser aussi. Il y a des analyses de film où c'est comme si vous avez un moteur de voiture, vous le démontez en entier, vous dites ça c'est la culasse, ça c'est le joint de culasse, ça c'est la bielle, ça c'est la bougie, ça c'est le piston, ça c'est la courroie de transmission. OK, so what? Et après? Comment le moteur il tourne? Ça ne vous le dit pas, quoi. Donc, c'est un autre problème. Mais je pense que l'analyse de séquence, j'en fais beaucoup en cours, moi, à la fac, c'est de montrer des extraits et puis de dire qu'est-ce que vous avez à en dire et puis de faire travailler la mémoire de ce qu'on voit. Je pense que être critique quand même. Après, il y a des critiques qui ne sont pas attentifs à la mise en scène, puis qui écrivent des très bons textes critiques, mais on a ce sentiment qu'ils n'ont pas vu le film en tant que chose comme ça. Mais la mise en scène, pour moi, je suis très sensible à l'expression cinématographique, c'est-à-dire l'image, le son, le montage, le rythme. Et puis encore une fois, si tu as choisi de faire un film, non pas respecte le cinéma, c'est pas bien, mais montre-moi que c'est avec le cinéma et la matière de l'expression cinématographique que tu as envie de raconter une histoire, développer un sujet, faire un film militant, peu importe. Hein, ça. La question idéologique est très importante, bien sûr, par rapport à les discours. Il y en a qui en font un critère absolu. Je sais que Sadoul détestait Fuller, le film américain, parce qu'il y a des films anticommunistes, donc pour lui, ce n'était pas recevable. OK, ça, chacun là-dessus trouve ses marques et ses positions. D'autres sont moins attentifs. Après, il y a différents courants critiques. Là aussi, je n'ai pas parlé de ces courants critiques qui sont importants, c'est-à-dire ceux qui privilégient la mise en scène, soit c'est le style. Mais après, ça me fait toujours rigoler, parce qu'on disait des cahiers que la politique des auteurs, c'est la mise en scène, mais quand vous regardez le livre sur Hitchcock et tout, ça parlait de morale, d'éthique, de sujet, ça parlait très peu de la mise en scène. Donc c'est ça les paradoxes. Hein. Mais après, moi, qu'est-ce qu'on attend du cinéma? C'est capital. C'est-à-dire que je me pose toujours des questions bêtes, mais qui sont pas bêtes, mais simples. Je discute avec des amis, on n'est pas d'accord. Parce que je me dis, on n'a pas la même attente du cinéma, que je respecte. Par exemple, il y a un film, une femme, on lui fait subir des choses, et puis le spectateur aimerait qu'elle se révolte, parce qu'on ne veut pas qu'elle subisse ça. Et puis, genre, oui, le film n'est pas bien, parce que voilà. Et puis moi, je réponds à ce truc-là, mais c'est un truc que j'ai appris avec 40 ans à l'usage. Je dis, moi, je préfère le cinéma qui me montre la réalité, les personnages tels qu'ils sont, et non pas tels que j'aimerais qu'ils soient. Mais c'est vrai qu'au cinéma, on a envie que le personnage se révolte, le personnage, par rapport à vos convictions politiques, les défende, et narcissiquement, c'est plus gratifiant de voir que le cinéma récompense ce que le spectateur attend par rapport à un personnage. Puis il y a ceux qui sont, je dirais, comme Buñuel, des sceptiques bien intentionnés ou des pessimistes lucides qui montrent que, ben non, dans la réalité, c'est plus sombre que ça et que ça ne va pas. Mais donc, c'est très important de savoir ce qu'on attend d'un personnage, c'est de nous le montrer tel qu'il est, parce que dans la société d'aujourd'hui, dans les conditions, ça se passe comme ça. Même si on aimerait que ça change la société et que ça bouge, nous montrer des personnages qui, eux, sont des représentants de vos désirs, si je puis dire. Et ça, c'est capital
ce rapport au personnage, c'est vous qui avez ça. Hein. Et je préfère, mais cette question que le personnage soit le représentant de vos désirs et que c'est capital dans la relation au film, et tout d'un coup le film vous récompense ça, je dis ok, c'est peut-être un peu facile, et puis d'autres, j'aimerais que... Je me souviens d'un débat avec un cinéaste où il disait la femme est subie, elle ne se révolte pas et tout, mais je dis mais c'est comme ça dans la société, il ne faut pas croire que, c'est complètement irréaliste de prétendre ça, et il veut montrer au contraire combien c'est dur et terrible que ça soit comme ça, et que c'est sombre, etc. Mais cette question du rapport au personnage, je la trouve très importante en tant que critique. Et c'est vrai qu'à l'usage, je préfère les cinéastes, enfin c'est une question de goût là aussi, mais j'ai mis du temps, qui me montrent la réalité telle qu'elle est au sens, non pas qu'elle l'est, mais par rapport à l'ordre de la société, du monde et tout, avec un certain pessimisme très sombre, c'est-à-dire de nous montrer ce dont l'homme est capable dans le meilleur et dans le pire, plutôt que de ceux qui voudraient que leur personnage soit le porte-parole de leurs désirs à eux en tant que cinéaste d'un point de vue politique, puis aussi du spectateur qui a envie que son opinion et la façon dont il veut que le monde évolue soit incarnée par le personnage. C'est des choses qui sont très importantes dans le regard sur un film. Oui, je parle trop, non? Okay. Non, s'il y a des questions, c'est pour vous donner la parole à vous. Oui, pardon. Sur le film, hein, sur Robuste et tout, ouais. On peut parler de Robuste, hein. Vous parlez de ce que vous voulez. Pardon. Oui, pardon, oui, pour laisser la parole à plus de monde. OK. Γεια σας. Εγώ είμαι φοιτήτρια τμήματος θεάτρου και δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με τον κινηματογράφο. Αλλά έχω αρχίσει να γράφω κάποιες κριτικές για το θέατρο και είχα μία απορία. Αναφέρατε κάτι πριν, ότι θα προτιμούσατε να γράφετε θετικές κριτικές και ότι πάντα σε ένα κακό φιλμ μπορούμε να βρούμε και κάτι καλό μέσα. Θα ήταν καλύτερο να εστιάσουμε τόσο πολύ στο καλό και να το υπερβάλλουμε λίγο. Εγώ νομίζω εκεί θα ήταν και λίγο ψέμα. Ή να γράψουμε μια αρνητική κριτική και απλά να πούμε πολύ γρήγορα ότι αυτό είναι κάτι καλό, αλλά είχε πάρα πολλά κακά μέσα σαν προϊόν. Και υπάρχει περίπτωση ποτέ να είναι κάτι τόσο κακό που να απογοητευτείτε και να πείτε ότι δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό γιατί δεν μου άρεσε τόσο πολύ παρόλο που είχε κάτι καλό μέσα. Si le film me paraît mauvais, je le dis. Par contre, les questions que vous posez sont très importantes. Mais c'est à vous de prendre cette décision. C'est de trouver le film mauvais, mais comme on dit aussi dans la discours critique, dans le pire mauvais film, il y a toujours quelque chose à sauver. Hein. Il y a toujours quelque chose qu'on peut trouver d'intéressant. C'est à vous de savoir si vous avez envie de dire qu'il y a une scène superbe ou que tel comédien est formidable et que le film est un peu décevant. Mais soit vous voulez faire l'inventaire de ce qui ne va pas, soit vous pointez les faiblesses du film et que vous insistez sur ce qui vous a plu et que vous avez envie de mettre en valeur. Ça, c'est des décisions qui vous appartiennent si vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez aussi. Après, je sais qu'au cahier, je vais essayer de faire court aussi, mais quand il y a une revue qui a une identité sur le cinéma, identité, les cahiers c'était ça, mais les cahiers, ce qui est bien, contrairement à Positif, qui a la même identité depuis 50 ans, je ne dis pas ça en mal, hein, ils ont la même ligne de goût. Les cahiers, d'un côté, les cahiers c'était le cinéma, la période Romer, quand Romer était rédacteur en chef, c'était, on aime l'âge d'or du cinéma classique américain de la fin des années 50. Il faisait la nouvelle vague, et puis Rivette a dit, ça ne va pas, vous parlez du cinéma classique, et nous, on est en train de faire un nouveau cinéma. Donc ils ont viré Romer, ils ont mis Rivette, pour dire maintenant, le cinéma moderne, le nouveau cinéma, etc. Donc il y a eu toujours ces choix au cahier entre cinéma moderne, cinéma classique. Donc c'est à vous de trouver aussi par rapport à le support. Je sais que les cahiers, ils disaient, ils ont changé, d'ailleurs je trouve ça pas bien, mais c'est fin de la parenthèse, enfin moins bien. Avant, c'est celui qui aime le plus qui écrit. Et après, c'était dangereux, parce qu'il y en a qui étaient seuls à aimer, mais si tout le monde n'aimait pas, ils avaient peur, oulala, il n'est pas dans la bonne ligne, je vais être viré, je vais être excommunié, donc je n'ose pas dire que j'aime, etc. En fait, je trouve que c'est une bonne école, mais c'est quand vous avez cette liberté, je pense que, enfin, je sais que moi, je préférais mettre l'accent sur ce que j'aime, quoi, ce qui m'a plu, ce que je retiens.
Ça peut être une scène réussie, ça peut être le moment où la bande sonore, vous trouvez une bande sonore superbe, etc. Le film est faible, mais par contre, il y a ça et ça, et puis voilà, quoi. Ou alors, si vous avez envie de... Vous trouvez que ce qui est mauvais pour vous n'est pas acceptable, la représentation de la misère au cinéma, de la pauvreté, ce qu'on appelle la porno-misérie, les films misérabilistes qui veulent parler de la misère et puis qui sont complètement racoleurs et crapuleux. Et si vous trouvez ça indigne, il faut y aller, quoi. Mais c'est à vous de trouver votre régime, quoi, ce que vous avez envie de pointer. Il faut partir du fait que la critique doit faire le deuil de ce que vous avez envie de tout dire. Au début, j'avais envie de tout dire. La folie, d'abord, c'est chiant pour le lecteur, c'est pas intéressant. Il faut dire 30% de ce que vous avez envie de dire, mais il faut trouver le bon angle. La critique, c'est trouver un angle d'attaque sur un aspect, un sujet, et trouver cet angle-là. Et à partir du moment où vous avez trouvé l'angle, la critique elle vient toute seule. Moi, je prenais des notes, je ne sais pas comment, puis je commençais un truc, puis je tirais le fil, et jamais je respectais le plan de ma critique, puisque le fil venait, ça écrivait comme ça. Donc ce que je prenais en note, c'était des morceaux partout, mais quand on les mettait ensemble, c'était nul, sans intérêt. Mais on trouve un angle, et puis on écrit totalement autre chose. Moi, j'aime bien quand on écrit, on découvre autre chose qu'après avoir vu le film. Voilà. Une autre question? Έχουμε περάσει στην εποχή όπου πρωταγωνιστούν οι κάθε μορφής πλατφόρμες. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Από την εμπειρία του και παρακολουθώντας όλες αυτές τις εξελίξεις, νιώθει ότι ίσως οι δημιουργοί έχουν το μάτι τους, το μυαλό τους και επικεντρώνονται στο πώς θα δελεάσουν τον οποιοδήποτε θεατή ή η πρωταγωνιστή η ιδέα του να κατακτήσω την αίθουσα. Και ο κριτικός πώς το βλέπει αυτό, με τι μάτι? Είναι ο κριτικός ο οποίος είναι ο άνθρωπος που βλέπει την ίδια ταινία σε μια αίθουσα και είναι επικεντρωμένος σε αυτή, ή έχει στο μυαλό του κάποιες στιγμές και κάποιον που είναι σε ένα καναπέ και βλέπει ίσως την ταινία από το κινητό του και ταυτόχρονα μιλάει και στο τηλέφωνο? Ça, c'est des questions importantes. C'est un grand sujet. Je trouve même que c'est le sujet le plus important. Si j'étais en tant qu'activité de journalisme critique, ce serait le point le plus important, je trouve, aujourd'hui. Ça. C'est-à-dire, après, je vais dire des banalités. C'est-à-dire que aller au cinéma, c'est Barthes qui disait ça, c'était sortir de chez soi pour aller dans une salle, comme on va au café, rendez-vous avec un ami, et le film venait à vous, et lui, vous allez à lui. C'est une rencontre. Aujourd'hui, tout vient portable, télé, pizza, Uber, Deliveroo. Enfin, les films arrivent comme la nourriture, elles sont livrées à domicile. Okay. La question des plateformes, il y a ce que disait aussi Danet, et ça le reprenne, il disait, oui, ras-le-bol de fétichiser la salle de cinéma comme relique. Un cinéma n'existe, un film n'existe qu'à partir du moment où il est au fond de votre cerveau. Et que l'écran ultime d'un film, c'est le cerveau, c'est la mémoire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais après, être critique du cinéma, c'est aussi parler des enjeux. J'en ai pas parlé de ça. C'est parler des enjeux des politiques de cinéma et puis de l'économie du cinéma aussi. Et que là, par rapport aux plateformes, le gros problème des plateformes, enfin, moi, je suis abonné à aucune plateforme. Je ne regarde aucune. J'ai ni Netflix, j'ai rien. D'abord, je n'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas, même si je rate des films d'auteur, etc. Peu importe. Mais le fait, ce qui me inquiète quant à l'état du cinéma et à son devenir, parce que je pense que le critique doit être non seulement observer ce qui bouge dans le cinéma, mais aussi être inquiet de comment il peut évoluer et vers quoi il va évoluer. Et le rôle des plateformes, c'est seulement algorithme. Maintenant, il faudrait parler aussi de ce que j'observe, c'est qu'il y a une cinéphilie de la série qui est plus forte chez les jeunes que la cinéphilie du cinéma. Même moi, je le vois en fac, même si j'essaye d'intéresser au cinéma et tout, mais la série comme lieu de discussion, moi, je ne connais pas, j'ai papier, je ne regarde pas. Ça devient, donc il y a un déplacement, là, tout d'un coup, ok. Mais le problème
le cinéma, pour moi, dans tel qu'il est aujourd'hui, par rapport au court-métrage, à l'école, etc., c'est vraiment le lieu de la découverte et le lieu de surgissement de singularité par des conditions artisanales qui fait que si le tissu du cinéma mondial, au niveau des jeunes cinémas, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, c'est grâce à tous ceux qui font ce travail, le film de Thessalonique, les parties industrie, les laboratoires d'écriture, même si on peut discuter de tout ça, les work in progress, fait que tout d'un coup, il y a des singularités qui émergent. Les plateformes, c'est la négation de tout ça. C'est un peu ce que le cinéma fait dans son économie, je dirais, traditionnelle, c'est planter des graines, planter des arbres, si vous voulez. Eux, ils achètent l'arbre tout fait, ils le mettent dans un pot, point. Et s'ils ne l'arrosent pas, ça crève tout de suite, quoi. Donc, je pense que là, il y a tout un travail, un tissu qui est un vrai enjeu. C'est un autre débat pour la critique. Il y a des revues qui parlent maintenant, les cahiers positifs, parlent des films qui sortent en salle, ils font un petit carré télé pour dire que c'est sur les plateformes, il faut un recensement critique de tout ça. Ça, c'est des questions de déontologie par rapport à des supports et tout. Mais je pense qu'en ce moment, on vit un moment très important sur l'évolution du cinéma et l'enjeu de la critique et de sa place par rapport à tout ça. Ça, c'est évident. Je ne parle pas trop vite, ça va? On peut prendre une autre question? Ouais. Tu es d'accord? Ouais. Ok. Ακόμα μια ερώτηση? Oui. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καταρχάς, που είστε εδώ μαζί μας. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση σχετικά με την κριτική στον κινηματογράφο. Ως γνωστόν, το είχε πει και ο Ζαν Γκλικ Γκοντάρ στα καχέρ του σινεμά τεύχος 92, Φεβρουάριο του 59. Είχε πει ότι η σύμβαση είναι προϊόν της Επανάστασης και ότι ένας καλλιτέχνης είναι πάντα ανώτερος από τον τεχνίτη, από την τεχνική. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι όταν δει ένας κριτικός του κινηματογράφου μια ταινία που στα μάτια του είναι ανατρεπτική και εν τέλει ίσως και αποθητική, η προσέγγιση του ποια είναι? Πρέπει πάντα στο βάθος του μυαλού του να έχει ότι πρέπει να είμαι ανοιχτός ή εκφράζει τη θέση του καθαρά και ας τον διαψεύσει αργότερα ο χρόνος? Répulsif, qu'est-ce que vous entendez par répulsif? Enfin, c'est le mot que j'ai eu, moi. Επειδή είναι οπτικό το θέμα και μπορεί να μην το έχει συνηθίσει, για παράδειγμα, να σε απομακρύνει. Να μην σε αφήνει να το πλησιάσεις και να το δεχτείς. Αυτό εννοώ αποθητικά, δεν είναι τόσο υπερβολικό. Εννοώ ότι απλά απομακρύνεται το μάτι σου και ουσιαστικά είναι σαν να μην το αποδέχεσαι. Σαν να μην μπορείς να το δεχτείς. Mais ça, il faut... Pour moi, s'il y a ça, c'est prioritaire. Enfin, c'est ce qui... Si vous trouvez que c'est inadmissible pour ce que vous décrivez, ça, oui. Mais il y a plusieurs choses. J'en ai pas parlé, mais je ne vais pas le parler maintenant, ça va être trop long. Mais c'est vrai qu'il y a des critiques qui sont devenus cinéastes où le fait d'être critique fait qu'on a envie de faire du cinéma, d'autres pas, mais c'est un rôle important. Et la Nouvelle Vague, c'est le bon exemple de ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est ce que disait, nous on a pris le cinéma non pas en étant assistant, mais en étant à la Cinémathèque d'Henri Langlois, puis en voyant des films. Puis tout d'un coup, en étant critique, on a envie de faire des films, Truffaut, etc. Donc ça, ça n'apprend. La contestation des générations ou les ruptures, c'est intéressant, ça existe tout le temps. Et c'est intéressant en France de voir comment, dans la nouvelle génération, s'affranchit du dogme de Nouvelle Vague qui a été très écrasante pour beaucoup de cinéastes. Et même ceux que j'en connais, Desplechin, d'autres, ou même Assayas, etc. Le surmoi de la Nouvelle Vague, c'était très dur à vivre et comment on s'affranchit de ça. Après, quand il y a des ruptures qui sont des ruptures de mise en scène, comme vous dites, mais que sur le fond, ça choque, pour moi, là c'est le vieux truc de la forme et du fond, mais je pense que ce que le film emmène par rapport à un sujet et sa manière de le traiter me paraît capital. Mais il y en a qui sont très sensibles à la mise en scène en soi.
moi, je la vois toujours articulée quand même à ce que ça nous dit de l'état du monde, du personnage, de la nature humaine. Je pense que pour moi, le cinéma est un très bon, pas observateur, mais analyste de ce que c'est que le comportement humain dans la société. C'est pour ça que j'adore Buñuel, parce que Buñuel, la nature humaine, la culture, et savoir comment ce qu'il y a de la nature humaine et comment le milieu transforme ça, et l'observation du comportement humain, Buñuel ou même Mizoguchi et tout, c'est des gens extraordinaires. Puis en plus, il faut une mise en scène magnifique. Buñuel, c'est différent. Donc voilà, chacun met le curseur où il le veut par rapport à... Mais chacun a son éthique de ce qui est important et secondaire. Pour quelqu'un, ce qui est secondaire pour vous sera prioritaire pour un autre. Et chacun... Mais après, je n'ai pas commencé critique comme ça. C'est à l'usage qu'on se découvre comme ça. Par rapport à, tout d'un coup, ce vers quoi on a envie d'aller, ce vers quoi vous se dites, c'est pas grave, je préfère ça. Et on se cherche, on se trouve à travers l'exercice critique. On n'a rien de tout ça quand on commence. Mais il faut se mettre à l'eau. Hein. Puis on apprend à nager après, quoi. Μια τελευταία ερώτηση και μετά πρέπει να κλείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας έχετε πει ως τώρα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, αναφέρατε ότι αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε τις ταινίες, τις ίδιες ταινίες, αλλά και η προσέγγιση μας για τον κινηματογράφο με τα χρόνια. Οπότε, κοιτώντας πίσω, ποια ήταν η πιο εύστοχη παρατήρηση που έχετε γράψει σε κριτική σας ή κάποιο κομμάτι που έχετε γράψει που τώρα το σκέφτεστε και λέτε «Ω Θεέ μου, τι είχα γράψει τότε, πόσο παραπλανημένος ήμουνα». Critique. Je pense pas, mais je pense. Mais je peux avoir des regrets, sans doute, ouais, sur certains films, si je les revoyais, ou peut-être je dirais peut-être ça différemment aujourd'hui, c'est possible. Sur des films, mais j'ai peur de me relire, parce que j'ai toujours peur qu'elles soient mauvais. Et puis je suis toujours angoissé à l'idée que je répète non pas toujours les mêmes choses, mais il y a des obsessions qui... Enfin, c'est ce que disait Danet. Hein. Je le cite, parce que c'est quand même lui qui m'a un peu formé, si je puis dire, avant qu'il aille à Libération, et qui m'a donné des conseils. Mais il disait, oui, il y a des... Lui distinguait deux types de critiques. Les critiques qui travaillent beaucoup, mais qui sont travaillés par rien, au sens travaillés psychanalytiquement par rien. Puis il aimait bien qu'un critique soit travaillé par quelque chose qui lui est propre, quoi. Mais sur si, je sais que j'avais dit pas beaucoup de bien de Eraserhead de David Lynch. J'avais fait une notule pas terrible. Et je pense, on me l'a reproché d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, si je revoyais le film, je dirais autre chose ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est des choses comme ça. Ou d'autres films où effectivement j'avais été assez dur. Dans les films que j'ai aimés, c'est possible que si je les revoyais aujourd'hui, je les reverrais à la baisse. Il y a des chances. Mais globalement, il faut assumer ce qu'on est à un moment donné, même s'il faut que cette part-là ne soit pas la part majeure d'une critique, sinon ça veut dire qu'on a tout faux, quoi. Il faut quand même voir ce que le film est, ce qu'il dit et tout. Moi, quand j'étais au Cahier j'ai commencé en 79, il y a longtemps, et assez longtemps, mais j'ai rencontré, quand j'ai écrit au Cahier, deux cinéastes qui étaient pour moi des maîtres à penser, mais pas des maîtres à penser de ce que le cinéma doit être, mais qui ont été des guides intérieurs. C'est Manuel de Oliveira, et puis c'est Abbas Kiarostami, où j'ai beaucoup écrit, et je me disais, OK. Quand on voit un film et on se dit, des fois on se dit, si Lang avait filmé ça, ou si Renoir il l'aurait fait autrement, ou il l'aurait fait comme ça, et je parlais de ça par rapport aux scènes de violence, scènes de sexe, choses comme ça. Il y a des cinéastes comme ça qui vous aident à chacun son panthéon, qui n'est pas un panthéon de goût, mais un panthéon de qu'est-ce que c'est que mettre en scène des situations données et comment eux ils font. Ça ne veut pas dire qu'il faut imiter ces cinéastes, c'est strictement ridicule, ça n'a aucun sens, c'est nul, mais de savoir comment eux, là où ils filment ça, on se dit, OK, c'est là où il faut être. J'ai des convictions profondes par rapport à ça. Enfin, je n'ai pas répondu, j'ai parti ailleurs, mais bon. Voilà. Merci. Un grand merci
Charles d'avoir... je ne suis pas sûre que mon micro marche. Si. Oui, un grand merci à Charles Tesson d'avoir partagé ce moment avec nous. Un grand merci à vous. Une des phrases que Charles a dites est qu'on ne peut dire que 30% de ce qu'on veut dire dans une critique. Et je sens que Charles n'a dit que même pas 3% de ce qu'il aimerait vous dire. Mais on va devoir interrompre, enfin en tout cas terminer cette rencontre. Il y a parmi vous une douzaine d'élèves qui allaient faire l'exercice de la critique du film Robuste. Ça va? Vous sentez bien? C'est Dimitri. J'espère que les 12 élèves se sentent bien et se sentent prêts à essayer. Vous pouvez écrire, comme on l'a vu avec votre professeur, en anglais ou en grec, selon la façon dont vous vous sentez le plus à l'aise. Vous avez jusqu'à lundi pour rendre votre critique. On rassemblera. Et Charles lira vos exercices, votre travail, et on organisera un retour en visio parce que nous partons tout à l'heure à Athènes. Demain, nous poursuivons cette rencontre à Athènes, mais après, Charles continue sur d'autres routes. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur cet exercice? Oui, mais je crois que c'est un film qui... Il y a beaucoup de choses à dire sur le film. Je n'ai pas voulu donner les pistes, mais après, vous êtes étudiant en cinéma, ça parle de cinéma. Il y a plein de fils à tirer. Soit vous partez de la mise en abîme du cinéma, quel usage l'on fait. Vous pouvez parler de Truffaut, etc. Ou la question du documentaire. Est-ce que c'est un documentaire sur un acteur ou est-ce que c'est autre chose que ça? Ça peut être un fil à tirer, quoi, par exemple, par rapport à ça. Il y a plein de choses, je trouve, à dire. Quand j'ai vu le film, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce que j'ai remarqué, dans des coins de décor, 3 fois, on voit un dessin, un croquis d'une femme. Vous l'avez reconnu? Moi, quand j'ai vu le film, j'étais intrigué. Je dis, on dirait Marguerite Duras jeune. Puis après, j'ai envoyé un mail à la réal, et puis il m'a dit oui, c'est bien ça. Parce que c'était une manière. Vous n'avez pas vu ça? En même temps, à gauche de la vitre, il y a un croquis au fusain noir et blanc d'une jeune femme. Et il y a un moment où Déborah Lukumena est assise, on le voit aussi 2 fois. Enfin, je suis assez bon observateur. Enfin, j'ai une bonne mémoire visuelle et j'ai l'œil partout, si je puis dire. Mais c'est important, ça aide quand même. Et c'était Marguerite Duras, donc j'ai dit OK, parce que Cyrano de Bergerac, etc. Si vous avez vu le Garçu de Piala, c'est là que moi je parle de Garçu parce que je l'ai vu. Si vous ne l'avez pas vu, parlez d'autre chose. Il y a plein de choses à dire du film. Mais le petit gamin, ça rappelle Depardieu qui joue avec le fils de Maurice Pialat dans le Garçu de Maurice. Donc c'est des clins d'œil à la carrière. Le truc, c'est Rapneau, etc. Et j'ai dit, quand il y a Duras, j'ai dit, bon, OK, c'est normal, il est dans le camion, Marguerite. Donc elle veut donner des indices de la filmographie. Enfin, voilà. Donc ça, c'est à vous de tirer des fils. Je pense qu'il y a plein de fils à tirer sur l'acteur, sur la... Enfin, et la vitre, c'est bien, les vitres. Vous pouvez vous parler des vitres, si vous voulez. Enfin, l'aquarium, le panneau... Ils sont beaux, les plans. Moi, je ne me souviens plus, mais... Les plans en scope, là, des moments de végétation, on va dans la jungle, mais à 2 fois du film. 2 fois. Donc déjà, ça ne veut pas dire que c'est une entrée critique, mais c'est au moins mémoriser. Vous mettez ça, puis après, ça se trouve, vous ne parlerez pas de la vitre, vous ne parlerez de rien, mais au moins, le fait de mettre à table, à plat, ce que vous avez vu, c'est comme une pièce, et puis tout d'un coup, à partir de là, vous allez construire quelque chose, sans prendre toutes les pièces. Sur les 40 pièces que vous avez mises, vous en prendrez 5. Ça peut faire une très bonne critique. Merci Charles. N'oubliez pas en partant, si vous l'avez, ce petit programme. C'est en français, mais c'est une très très belle critique qu'a écrite Charles sur Robuste. Évidemment, l'exercice, c'est que vous écriviez la vôtre. Puis votre opinion aussi. Votre opinion, vos envies, vos Si vous n'avez pas aimé, allez-y. Il ne faut pas avoir peur de dire il faut faire une critique positive. Parce que je vais... Non, surtout pas. Mais j'en ai lu des critiques négatives sur le film, avec des arguments. Je ne vais pas vous les donner ou quoi que ce soit, mais ils sont recevables, mais il faut les argumenter et il faut les faire tenir par rapport à ça. Les cinéastes détestent les critiques négatives parce que narcissiquement, ça les blesse, mais ils sont reconnaissants 6 mois après quand elles leur aident à dire des choses qu'ils sentent justes et qu'ils sentent très bien. Donc il y a aussi une critique négative qui est utile aux cinéastes, même si c'est toujours dur narcissiquement à encaisser, ce qui est normal. Mais si la critique est bonne, je pense que les critiques, non pas les meilleures, mais c'est celles qui sont négatives et qui aident les cinéastes. C'est ce que disait Truffaut. Vous détestez mon film, je veux bien, mais aidez-moi à comprendre, je veux savoir pourquoi et comment, ça peut m'aider. C'est ça aussi qu'il faut savoir faire
dans la négativité. Voilà, ça sera tout. Merci Charles. Si vous voulez continuer à écouter Charles, il sera à Athènes les jours prochains. Voilà. Et si vous voulez revoir le film Robuste, il passe, je ne sais plus quel soir, mais on l'a reprogrammé dans le cadre du Festival du film francophone. Si jamais, avant d'écrire, vous voulez le revoir. Voilà. Merci infiniment et merci à vous d'être venus. Merci à vous.